Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, au journal du dimanche au soir. Grand format qui sera marqué par ces sujets. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, qui était dans le centre nord. Objectif, expliquer aux populations de la région la démarche entreprise avec l'actionnariat populaire et obtenir une adhésion massive. Vous aurez le point de ce rendez-vous. Et puis, Niger, front diplomatique très actif et tension sur fond de menaces d'intervention militaire. Décision d'expulsion de l'ambassadeur de France, visite des ambassadeurs maliens et burkinabés à Niamey, une semaine de la diplomatie nigérienne que nous allons révisiter avec un diplomate de formation, Oumarou Paul Kwalaga, avec le spécialiste des conflits armés et de l'extrémisme violent. Nous allons aussi nous intéresser à la disparition cette semaine de Prigojine, le patron de Wagner, des enjeux pour ce groupe paramilitaire et les incidences possibles pour notre continent où le groupe est représenté. Et puis, le 25 août dernier, le ballet citoyen a eu 10 ans au service du Burkina Faso et de l'Afrique. En tout cas, c'est ce qu'a martelé le mouvement dans un communiqué pour l'occasion. Le mouvement partage aussi son constat, celui d'un Burkina qui doit refaire face à de nombreux défis. Nous recevrons sur ce plateau les responsables à l'organisation, donc la coordination nationale du ballet citoyen, la personne de Rasmané Zinaba. C'est donc le déroulé de ce JDS. Et puis, comme il est de coutume, on va aussi parler sport, notamment avec Claude Romba. Et on parlera de sport équestre. La première des rubriques, c'est celle politique. D'abord, un sujet que nous annoncions en titre, c'est l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC qui était dans le centre nord. Il s'agissait donc pour l'agence d'expliquer aux populations la dynamique de l'actionnariat populaire et obtenir donc une forte adhésion. Le professeur Bado a pu partager sa vision notamment sur la question, lui qui en a été pendant longtemps le déchantre. Les populations étaient nombreuses à faire le déplacement. Issus de toutes les couches socio-professionnelles, ils étaient nombreux à prendre part à la conférence publique sur l'actionnariat populaire. Le directeur général de l'APEC, Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, Karim Traoré, a expliqué aux populations de la région du Centre-Ouest la démarche entreprise en initiant cette conférence publique. L'objectif est de donner dans le délai toutes les informations pour permettre une meilleure compréhension du programme de l'entrepreneuriat communautaire. Selon toujours Karim Traoré, cela vise aussi à susciter une adhésion massive de la population burkinabé pour une prise en charge du développement endogène du Burkina Faso porté par les populations à la base. Ce qui est important pour nous, que nous-mêmes nous puissions mobiliser nos propres moyens pour le réaliser, de sorte à créer un rapport de force lorsque nous devons aller justement discuter avec l'extérieur. Parce que lorsque vous partez les bras vides, bien évidemment, vous partez dans une posture non pas vraiment de demandeur, mais presque de quémandeur. Il faut que nous nous mobilisons pour que ce qui est important pour nous puisse être réalisé par nous-mêmes. Les partenariats vont toujours exister, mais lorsque nous-mêmes nous mobilisons, nous avons la possibilité de discuter des partenariats avantageux pour notre population. L'invité d'honneur, par ailleurs conférencier du jour, Laurent Bado, a saisi cette occasion pour partager sa vision de l'actionnariat populaire. Moi, ce que j'attends de ce capitalisme-là, populaire, mais tout simplement, ça va renforcer notre solidarité traditionnelle. L'Africain, non, c'est un pour tous et tous pour un. Or, les blancs se divisent en deux camps. Le plan libéral, c'est chacun pour soi. Le plan socialiste, c'est un pour tous, quand même. Vous voyez déjà celui qui avait raison. Alors, ça, je compte là-dessus. Différents secteurs d'activité ont été identifiés pour ce projet sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit notamment de l'agriculture, l'élevage, agroalimentaire, les textiles et les mines. Le gouverneur de la région du Centre-Ouest, Boubacar Traoré, a laissé entendre que sa région a de fortes potentialités. Notre région qui est une région donc, de forte production agro-silvopastorale, nous avons besoin effectivement d'usines de transformation de céréales,
d'usines donc de transformation de tomates, d'usines donc de transformation également donc de viande, parce que nous sommes une zone de forte production également animale. Depuis le lancement de cette initiative présidentielle le 12 juin dernier, l'APEC, Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, enregistre environ 300 souscriptions par jour. À cette conférence publique, les personnes qui ont souscrit ont reçu leur livret des mains des autorités présentes à cette activité. Nous passons à une autre actualité que nous annoncions en titre. Front diplomatique bien tumultueux au Niger. Le CNSP du pouvoir Niamey a décidé vendredi d'expulser Sylvain Ité, lui donnant 48 heures pour partir. Une décision aussitôt rejetée par Paris, puisqu'il est l'ambassadeur de France au Niger, pour qui donc les militaires au pouvoir n'ont pas autorité pour ce faire. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a annoncé que face au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation pour un entretien vendredi et à d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger, les autorités ont décidé de retirer leur agrément à Sylvain Ité et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. C'est vrai que cela a encore cours jusqu'à ce soir. La veille, c'est un autre front, toujours diplomatique, qui était bien animé. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali, Olivier Rwamba et Abdoulaye Diop, qui étaient en visite jeudi à Niamey, où ils ont été reçus par le général Abdrahmane Tiani. Pour décrypter toute cette semaine de la diplomatie nigérienne, avec nous sur ce plateau, un invité, Oumarou Paul Kwalaga. Il est directeur de l'Institut de stratégie et de relations internationales ISRI. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Ok. Une actualité nigérienne qu'on avait déjà commencé à, on va dire, décortiquer, mais dans laquelle il y a toujours du nouveau, donc nous revenons. Et puis ce que nous voulons aussi, c'est des clés pour mieux comprendre. Mais quand on regarde aujourd'hui la décision du CNSP qui est intervenue vendredi, ça ne devrait pas forcément être une surprise lorsqu'on voit comment c'est monté un peu crescendo, on va dire comme ça, le contre français, le contre politique français, à travers des manifestations devant l'ambassade et puis d'autres expressions qui n'étaient pas du tout voilées. Donc c'est vraiment pas une surprise qui arrive. Oui, ce n'est pas une surprise, vous le voyez très bien, depuis le début de la crise, il y a deux postures. Hein. Il y a déjà une junte au Niger qui a une certaine, relative, j'allais dire, légitimité à Niamey, et bien sûr au Niger. Et puis, il y a de l'autre côté les autorités françaises, puisque c'est de ça qu'il s'agit, mais bien d'autres partenaires qui aujourd'hui ne reconnaissent pas ces autorités de cette jeune. Donc, deux postures diamétralement opposées. Alors, dans la pratique, vous savez, en relations internationales, notamment dans les pratiques diplomatiques, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. Donc, on peut reconnaître un gouvernement, on peut reconnaître un État. Et il y a les deux postures. Aujourd'hui, la reconnaissance de l'État nigérien, il n'y a pas de polémique là-dessus. Maintenant, la reconnaissance du gouvernement, donc on va dire ici la reconnaissance des autorités. Donc à partir du moment où l'autre partenaire ne reconnaît pas, n'est-ce pas, les autorités aujourd'hui établies, la conséquence immédiate, c'est qu'ils ne reconnaissent pas tous les actes qu'ils posent. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, le fait peut-être qu'on va arriver là-dessus, vous avez vu que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de lettre de créance de la dame qui est venue des États-Unis. Mais pour rester sur le cas français, jusqu'aujourd'hui, je crois que le discours est resté constant. Donc, ils ne reconnaissent pas les autorités actuellement de Niamey. Donc, du coup, en demandant à son représentant ou de convier son représentant à une rencontre, le refus tout au moins était la chose la plus cohérente. Hein. Et donc, de l'autre côté, on estime que c'est un manquement et donc peut avoir des conséquences en temps normal. Normalement, c'est ce qui est brandi actuellement, la menace d'expulsion. Donc, ils ont 48 heures, je crois que c'est ce qui a été décidé, pour que le représentant français quitte le territoire nigérian. Alors, donc, au-delà des 48 heures, j'ai dit une fois dans les procédures, la personne est déclarée personne non grata. Ça voudrait dire quoi?
quoi concrètement? Lorsque vous ne quittez pas, vous savez que les diplomates accrédités à l'intérieur des États, l'État qu'on appelle l'État accréditaire et de l'autre côté l'État accréditant, lorsque vous allez, vous bénéficiez quand même pour des questions de protection et d'immunité, de questions de protection, vous bénéficiez de ce qu'on appelle des immunités. Les immunités sont des protections qui concernent, n'est-ce pas, le diplomate, c'est-à-dire en cas de situation, il bénéficie de la protection de l'État dans lequel il est établi, ici, le Niger. Donc cette immunité, après les 48 heures, vont être systématiquement levées. Voilà. Mais il se trouve que, comme je l'ai dit, pour repartir à la base, tout ça part de la non-reconnaissance, n'est-ce pas, des autorités françaises actuellement, des autorités de la junte actuellement qui sont au pouvoir. Et quand on regarde, on prend le cas du Burkina, le cas du Mali, ça a été un peu pareil, même si comparaison n'est pas forcément raison, mais certains ont envie de dire qu'il y a comme un genre de schéma répétitif. Est-ce que c'est pas aussi un raccourci? Chaque pays a son histoire avec la France et puis il y a ses déceptions et les comportements aussi, quelquefois, de la politique française pendant des situations aussi difficiles. Oh oui, j'allais venir un peu en arrière. Ce cas s'est déjà produit également en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu la crise ivoirienne, il y avait deux gouvernements. Il y avait le gouvernement Ouattara à l'époque et le gouvernement Gbagbo. Vous vous souvenez à l'époque, l'ancien président Gbagbo demandait à ce qu'un certain nombre de diplomates quittent le territoire, n'est-ce pas, ivoirien. Et je crois que c'était la même réponse sur plusieurs ambassades où ils disaient qu'ils ne reconnaissaient pas. Effectivement, ces genres de situations arrivent et il faut l'inscrire un peu dans les tensions qui arrivent entre les États à un certain moment donné. La vie internationale n'est pas toujours rythmée, n'est-ce pas, de coopération comme cela devrait se faire. Il y a par moments de crises et de tensions. Je crois que c'est dans cette situation où nous nous trouvons. Malheureusement, je crois que ça se fait de façon très répétée, notamment avec le partenaire français qui est l'ancien colon. Et donc, du coup, il y a quand même qu'il faut avoir un constat qui est que depuis quelque temps quand même, ces postures, ces relations avec ses interlocuteurs, n'est-ce pas, les pays notamment dans la zone du Sahel, plus précisément, sont en difficulté. On a vu le cas très rapidement, pour citer cet exemple, le cas du Burkina qui avait demandé tantôt de changer d'interlocuteur à un moment donné par rapport à l'ancien ambassadeur qui était parti, qui était très codé. Ça voulait dire qu'en ce moment, il n'y avait pas encore, on n'était pas encore arrivé à une certaine escalade où on demandait simplement de changer d'interlocuteur. Vous avez pu comprendre depuis quelque temps que jusqu'à présent, au niveau du Burkina, qu'on n'a pas, n'est-ce pas, d'ambassadeur. Le Burkina avait d'abord demandé l'agrément d'un candidat pressenti, après on a retiré, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore une nouvelle demande d'agrément. Ensuite, pour le Mali, c'est la même chose, c'est l'exemple que vous donnez, des difficultés, des tensions. Ceci explique effectivement, au regard des dynamiques actuellement, qu'il y a de véritables difficultés, en tout cas, dans la relation entre le partenaire traditionnel qu'est la France et nos États. Maintenant, il faut tirer les leçons et les conséquences de cet état de fait. Voilà. Mais justement, c'est vrai que ça intervient vendredi. Ils disent, bon, ils ont convoqué, l'ambassadeur n'est pas venu, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de la part de Paris un peu de l'huile qu'on jette sur le feu? On a vu la sortie mercredi du président Macron. On sait que la situation, elle est assez sensible, elle est assez difficile. Il rappelle encore certains termes. Il dit il faut la restauration de l'ordre constitutionnel, la libération de Bazoum. C'est un coup d'État et un coup de force contre la démocratie du Niger, contre le peuple nigérien, contre la lutte contre le terrorisme. Bon, dans cette situation, c'est pas le moment de ce type de discours. Non, je pense que c'est comme je l'ai dit au début. C'est vrai que sans forcément comprendre, n'est-ce pas, puisque nous sommes là aussi pour décrypter ou expliquer leur attitude. Moi, je suis là pour dire qu'ils sont, je veux dire, dans le schéma classique, ils sont en cohérence avec les postures de départ. À partir du moment où on ne reconnaît pas, n'est-ce pas, des autorités qui sont établies, qui semblent être légitimes, en tout cas au niveau de Niamey, demander à ce qu'il y ait, je pense que les autorités le savaient très bien, hein, c'était justement, je veux dire, un ballon d'essai, ils savaient qu'il n'allait pas venir, parce que ça, ce sont des choses plus ou moins établies, ils n'allaient peut-être pas
forcément, il n'allait pas venir. Ça, c'est tout. Maintenant, dans la posture dans laquelle se trouve la France, on peut déplorer, en tout cas, cette escalade verbale, et qui est faite de provocation, qui est faite de surenchère, mais qui est aussi faite de, je veux dire, de situations qui ne semblent pas aller vers un certain apaisement. C'est vrai qu'on a, dans leur doctrine ou de la politique étrangère, il y a quand même des tendances lourdes qui font que cette posture, à l'aune en tout cas de ce qu'il y a comme pratique, peut se comprendre, mais il y a d'autres États, à l'image par exemple des États-Unis ou bien de d'autres partenaires, qui, tout en déplorant la situation, jouent quand même souvent à la carte de l'apaisement pour éviter justement d'aller vers cette escalade qui est en fait une réponse du berger à la bergère et qui donne l'impression en tout cas que nous sommes en train d'aller inésolément vers déjà l'affrontement verbal est là, mais peut-être bien plus d'autres choses pourraient se profiler à l'horizon. Est-ce que quelque part peut-être que chacune des parties cherche voilà des éléments voilà qui pourraient expliquer en tout cas un comportement qui pourrait s'en suivre. Peut-être que c'est ça qu'il faut bien regarder, parce que là vraiment on a pris un certain niveau, en tout cas au niveau de cette escalade là qui ne fait que, n'est-ce pas, monter crescendo, et ça il faut craindre par rapport aux enjeux du moment, mais aussi aux conséquences qui pourraient en découler très rapidement suite à cette escalade. Parlons justement des enjeux et des conséquences immédiates. Il y a un délai qui est donné, c'est un deadline, c'est 48 heures. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est une exclusion forcée? Qu'est-ce qui peut arriver? Dans des cas pareil, comme je l'ai dit, la première conséquence c'est que les autorités nigériennes vont lever voilà ce qu'ils appellent l'immunité. Et vous savez qu'une ambassade, quand je parlais d'immunité, c'est la protection sur la personne même d'abord, ok, l'immunité sur un certain nombre de documents, et puis à ce qu'on appelle aussi l'inviolabilité, n'est-ce pas, de l'enceinte. Donc ça, c'est, on peut tirer ces sources-là dans les relations diplomatiques, la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques entre les différents États. Donc quand vous allez à l'article 22, ce sont des éléments qui sont inscrits, les questions d'immunité, mais bien plus un peu article 23, les inviolabilités. Donc le domicile du diplomate accrédité inviolable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, aller comme un citoyen vulgaire avoir accès tant que les autorités, je vais dire ici les autorités françaises, en fait la mission diplomatique ne nous accorde pas, je vais dire l'autorisation. C'est la même chose pour l'enceinte diplomatique. Donc vous ne pouvez pas y pénétrer. Donc j'imagine que s'il doit avoir des actions en tenant compte de ces pratiques, je crois que même si on est dans une situation assez exceptionnelle, dans un contexte, on va éviter d'aller, et ça pourrait avoir des répercussions même au niveau, je vais dire, international. Il pourrait avoir peut-être d'autres procédures qui pourraient être engagées. Donc chacun ou chacune des parties sait plus ou moins les limites. Maintenant, comme je le disais, c'est le contexte qui fait que chacune des parties s'est fait peur. Maintenant, du coup, comme je disais, pour revenir sur le diplomate lui-même, si quelque chose lui arrivait, évidemment, pour les autorités nigériennes, voilà, son immunité est d'office levée. Donc il n'est pas protégé. Voilà. Donc ça peut être sur sa personne, ça peut être sur sa famille, ça peut être sur tout ce qu'on peut imaginer. Donc jusqu'à présent, avant que l'immunité ne soit levée, parce qu'il est encore il a ce délai de grâce jusqu'à une certaine heure, il bénéficie encore, je pense officiellement, je pense que il ne peut pas encore faire l'objet, n'est-ce pas, de violence ou de quoi que ce soit. Maintenant, on verra bien la suite. Est-ce que les autorités nigériennes vont être toujours dans l'air, je vais dire, logique pour aller jusqu'à une certaine escalade? Est-ce que les autorités françaises, après peut-être que les autorités nigériennes aient posé des actes allant à l'encontre, n'est-ce pas, de cette convention de Vienne de 1961, quelles pourraient être les conséquences? Donc ce sont des grandes interrogations qu'on pourrait actuellement se demander et peut-être anticiper pour analyser peut-être les conséquences qui pourraient en découler. Évidemment, on parle, c'est vrai, de la France, et quand on regarde, je vais appeler ça comme ça, la non-acceptation du régime nouveau au Niger, il n'est pas que français. Dans certaines autres postures, on pourrait le lire aussi de façon très claire. On a un ambassadeur des États-Unis qui est arrivé depuis le 19 août, qui n'a pas encore présenté ses lettres de créance, qui est mandaté par les États-Unis qui disent qu'ils viennent aider à la solution de la crise, mais sans venir faire allégeance au pouvoir qui est là. Oui. Mais c'est pratiquement pareil. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je pense que j'ai eu l'occasion de développer cela, je vais revenir là-dessus. J'avais dit qu'elle peut être présente à Niamey parce qu'il y a évidemment des intérêts à protéger.
Les États-Unis ont beaucoup d'intérêt à Niamey, donc être présent, ça permet quand même de pouvoir communiquer avec le personnel qui est sur place, rassurer, toucher du doigt les réalités. Mais je disais que le couronnement, n'est-ce pas, de tout ce processus, n'est-ce pas, d'agrément, la finalité, c'est la présentation des lettres de créance. Donc dès lors qu'on n'a pas encore présenté les lettres de créance, ça voudrait dire que quelque part, aujourd'hui, plus que jamais, les autorités américaines ne reconnaissent pas, n'est-ce pas, les autorités actuelles du Niger. Mais donc ça veut dire que le sort de l'ambassadeur français pourrait être le sort de l'ambassadeur américain bientôt aussi. Mais écoutez, vous savez, en matière de... Je crois qu'il y a eu ça a fuité, hein, quelque part là-bas. On regarde, vous savez que chaque partenaire, en termes de relations qu'on peut avoir, vous savez, souvent, ce qu'on appelle les rapports de force en relations internationales. On défend ses intérêts de part et d'autre, mais quelque part, ce qui peut faire la différence, ce sont les rapports de force et les intérêts que les uns et les autres défendent. Vous avez vu même en termes de posture, les États-Unis sont un peu plus, je vais dire, plus conciliantes, je vais dire, sur un certain nombre d'aspects. Ils évitent d'aller, n'est-ce pas, dans la provocation, dans l'escalade verbale comme les autorités françaises. Il y a des Allemands qui ont des intérêts là-bas, mais vous entendez moins parler des Allemands dans cette situation. Il y a bien d'autres partenaires. Maintenant, chacune des parties et chaque partenaire, en fonction, n'est-ce pas, de ses rapports qu'il a avec l'autre partie et en fonction du niveau de tension, peut développer, n'est-ce pas, quelque part, des types de relations ou de discours, hein, qui peuvent être analysés comme dans les relations humaines. Lorsqu'il y a des tensions, le niveau de colère ou le niveau de velléité peut dépendre aussi en fonction des enjeux qui se jouent. Je vais dire ici maintenant, peut-être que les États-Unis ont des intérêts, peut-être pas au même niveau que les autorités françaises qui, quelque part, se sentent beaucoup plus menacées que les autorités américaines. Mais quand on regarde, le ton était pareil aussi avec le Mali. Il y a eu, on se rappelle, avec celui qui avait le portefeuille de la diplomatie aussi, là-bas, qui avait des propos à la fois, quelquefois à la limite non respectueuses. Et c'est ce qui avait été dénoncé. Dans le cas nigérien, on est encore un peu dans ce même schéma. On a des organisations de la société civile qui annoncent, par exemple, le 3 septembre, des manifestations devant les bases militaires françaises à Niamey pour exiger le départ des soldats. Est-ce qu'on n'est pas là dans une situation qui est en train de se complexifier quand on sait qu'il y a quand même 1500 soldats français là-bas? Oui, bien sûr, ce que je disais, tout ça, il faut éviter qu'on aille vers, je veux dire, d'aller rompre avec ce qu'on appelle les violabilités des enceintes. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un principe cardinal quand même. Vous savez, une ambassade ou une enceinte diplomatique, il y a ce qu'on appelle le principe d'extraterritorialité. Ça veut dire que c'est un État qui est transposé dans notre État. Donc l'enceinte que vous voyez, que ce soit l'ambassade de France, des États-Unis ou bien d'autres, en fait, on suppose que c'est un État qui a été transposé dans un autre État. Donc à partir du moment où vous engagez, où vous allez jusqu'à violer, n'est-ce pas, cette enceinte, ça peut être quelque part, sans vous le vouloir, peut-être une déclaration de guerre, parce que c'est un État dans un autre État. C'est un peu comme ça que les choses sont organisées. Je pense que les autorités le savent. On doit savoir, quel que soit ce qui arrive, savoir garder raison. Peut-être que ça peut se limiter, n'est-ce pas, aux menaces, aux intimidations. Et là encore, les autorités peuvent demander à ce qu'on applique, n'est-ce pas, ce que je venais de dire tout à l'heure, la Convention de Vienne normande qui prévoit tout ça, que lorsque ce genre de situation arrive, que les autorités du pays, normalement de l'État accréditaire, assurent la protection de ces installations. C'est ce qui doit être fait. Et donc si on en arrive jusqu'à ce niveau que ces autorités n'assurent pas la protection et des enceintes et des personnes, je disais tantôt, il risque peut-être d'avoir d'autres développements qui pourraient peuvent peut-être être voilà, prétexter, je ne le souhaite pas, n'est-ce pas, d'arguments pour pouvoir peut-être passer à d'autres étapes, ce que je ne souhaiterais pas. C'est vrai que j'ai dit, c'est une semaine de diplomatie en Niger, c'était assez tumultueux. Il y a aussi la visite un peu, je pense, c'était la veille, la veille des ambassadeurs du Burkina et celui du Mali. Et après, on a eu ce qui avait été lu, je pense par Oumarou Ibrahim Sidi, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères du Niger, qui parlait de l'autorisation des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. On peut le lire comme
je ne vais pas parler de performance forcément de la diplomatie nigérienne, mais il y a des vases communicants qui se précisent face à la menace. Non, depuis le début de cette crise, on a vu qu'il y a un élan de solidarité pour être en cohérence avec la situation que nous vivons. Le Burkina, le Mali, le Niger, désormais c'est l'arc qui se dessine, le Liptako Gourmand, donc sont en phase. Je crois que c'est des petits pas qui sont posés et l'outil diplomatique dans ce genre de circonstances n'est pas en marge. Donc déjà l'outil diplomatique travaille pour permettre justement de relever des défis, notamment les défis sécuritaires et notamment sur la question du terrorisme. Pendant longtemps, je crois que ce soit même avec le G5 pour ne faire que ce petit rappel, il y a eu toujours cette forte demande de la part de ces différents États d'avoir ce qu'on appelle le droit de poursuite. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une attaque dans un territoire donné, qu'on ait la possibilité, n'est-ce pas, d'aller jusqu'à dans le territoire de l'autre État. À l'époque, c'était limité à 50 km. Voilà. Maintenant, je crois que la parfaite harmonie, je vais dire aujourd'hui, entre ces deux États pourront permettre peut-être d'aller au-delà et d'essayer de pouvoir non seulement régler un problème conjoncturel, mais aussi un peu dans la perspective du long terme, solutionner les questions de droit de poursuite qui ont été longtemps, je veux dire, des questions de débat, parce que chaque État, justement, tient compte, on a toujours dit, cette question de souveraineté. Donc, aller dans l'espace d'un État quelconque, quelque part, c'est aussi une emprise de la souveraineté. Et donc, aujourd'hui, la belle harmonie, pour ne pas me répéter, c'est quelque chose qui pourrait peut-être donner des résultats. Donc, c'est assez compréhensible. Tout ceci, c'est pour consolider, conforter et déjà amorcer des dynamiques qui pourraient peut-être être dupliquées après, peut-être avec d'autres États, mais en commençant par ce troisième, parce qu'il y a quand même beaucoup de perspectives, en tout cas quand on écoute les autorités de ces trois pays. D'accord. Et toute autre actualité, et ça on va aller maintenant assez rapidement parce que ça concerne aussi tout ce qui impacte, on va dire comme ça, notre sous-région. Avec la présence, il y a eu la mort de Prigojine. Il y a quelques heures, ça a été précisé à travers des tests ADN. C'est bien lui. Donc c'est clair que Prigojine n'est plus le patron de Wagner. Poutine avait salué il y a quelques jours la mémoire d'un homme talentueux qui a commis des erreurs. Quand on dit Wagner, on parle d'une présence dans beaucoup de pays. On parle de quoi? La Centrafrique. En 2018, ils sont arrivés là-bas. Il y a la Libye, ils sont aux côtés de Maréchal Haftar. Au Soudan, ils sont un peu plus discrets. On parle du même en République démocratique du Congo, au Tchad. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont cités, même un peu à côté de nous. Ça reste encore des supputations. Mais dans tous les cas, c'est un groupe militaire qui est très présent. Et quand on regarde ce qui se passe notamment avec Prigojine qui part, mais pas que lui, il y a 10 autres personnes et derrière, il y a l'un de ses bons lieutenants. Est-ce que Prigojine est... Quand on voit le personnage, ça ne va pas porter un coup à ce groupe-là? Alors déjà, la première des choses, il faut dire que pour ceux qui suivent un peu cette actualité de Wagner, depuis quand même quelque temps, on avait compris que depuis cette rébellion, on va dire ça comme ça, contre Poutine, au mois de mai, il s'était déjà mis en sursis. Voilà. C'est sûr que connaissant Poutine, il n'était pas prêt à accepter, même s'il avait donné quelques assurances, de vouloir, n'est-ce pas, trouver une solution à quelqu'un qui à un moment donné a pris de l'envergure et qui avait des ambitions maintenant assez démesurées, en lui permettant notamment d'aller faire des propositions, d'avoir certains de ces éléments au sein de l'armée et pour d'autres s'exiler en Biélorussie. Tout ça déjà indiquait clairement que ça, ce n'est pas nouveau. Peut-être que c'est maintenant qu'on est en train de voir que quelque part, on était en train d'aller vers une autre phase. Il ne pouvait peut-être pas systématiquement tout de suite dire que Wagner c'est terminé, mais il y avait déjà des plans B en arrière. On avait d'autres structures pareilles qui étaient en train de prendre aussi du pas. Je pense par exemple à une structure qui appartient, qui est très proche, on va dire, le Patriot Group, qui est très proche justement du ministre de la Défense. Et c'est ça aussi qui a fait les difficultés et le comportement de Prigojine, parce que il avait déjà, voilà, la présence de cette entité qui était quelque part concurrente et qui venait justement réduire non seulement l'influence, n'est-ce pas, du groupe Wagner dans la région, mais qui pourrait être aussi une alternative. Donc vous avez compris que en voulant je vais dire en découdre notamment avec Moscou, la personne qui était véritablement visée, même si c'est celui qui a la tête qui est humilié, c'était plutôt le ministre de la Défense qui est
quelque part, était son concurrent. Après, il y a un autre groupe qu'on appelle le groupe Convoy. Tout ça, ce sont des choses qui étaient là, qui étaient présentes également, hein, n'est-ce pas, dans la guerre d'Ukraine et qui se préparaient également aussi à prendre cette relève. Donc, on a voulu réduire progressivement parce qu'on a senti ces ambitions-là de la présence de Wagner, non seulement dans la structure qui était, faut-il le rappeler, et je crois que la Russie l'a reconnu implicitement avec Poutine. $1 milliard ont été investis, n'est-ce pas, entre le mois de mai et le mois de mai 2022, le mois de mai 2023, Wagner, pour pouvoir intervenir parce que les lois de la Russie interdisent justement, n'est-ce pas, la présence de ces groupes-là. Donc il fallait trouver quelque part, mais on est tous unanimes aujourd'hui, on sait tous que c'est un outil qui a été fabriqué, lui n'était que quelque part le porteur qui a eu des ambitions. Donc tout ceci pour dire que quelque part cet avenir-là, c'est aujourd'hui que peut-être qu'on la voit, mais elle était déjà plus ou moins déjà dans les tuyaux et c'est ce qui a expliqué très rapidement, je veux dire, la présence éclair de Prigojine au Sahel notamment, pour montrer que même s'il perdait, n'est-ce pas, la main au niveau je veux dire des autres théâtres d'opération, mais qu'en Afrique il était aujourd'hui l'interlocuteur accepté parce qu'il avait des connexions avec beaucoup de parties prenantes, il connaissait beaucoup d'acteurs, notamment il y a pas que la partie armée qu'on voit qui est de façon très visible, mais aussi le business, hein, la partie commerciale. On sait que c'est beaucoup d'affaires qui sont faites, je vais dire, en appoint de l'activité armée, et que tout ce qui est volé aujourd'hui, les résultats qu'on voit aujourd'hui, propagande, tout ce qui est volé médiatique, c'était lui qui l'entretenait avec des acteurs, y compris en Afrique. C'est ça qui va être peut-être, pour moi, peut-être le changement, et je vais dire que ce qui peut-être dans l'avenir de Wagner par rapport peut-être à un autre acteur qui pourrait subtilement remplacer ce groupe. Comment est-ce que ces nouveaux acteurs ou ceux qui vont être propulsés pour remplacer, je vais dire, Prigojine, vont arriver à aller vers des nouveaux acteurs, parce que ça, une relation comme ça se bâtit avec des acteurs, des interlocuteurs dont on a eu le temps de tisser des relations de confiance, et qu'après, bon, les autres choses. Donc pour dire en gros, en premier résumé, oui, Wagner aujourd'hui, quel est son avenir? On va dire oui, Wagner va être là, peut-être sur d'autres dimensions, peut-être pas forcément sur le même nom, parce que comme je l'ai dit, il y a d'autres structures qui étaient déjà depuis une année dans les tuyaux. Je parlais de la structure du ministre de la Défense, hein, qui est aussi quelque part aussi avec un lien très privilégié avec, c'est ce qu'on appelle Patriot Group. On avait aussi un autre groupe qu'on appelle Convoy, qui est en fait une émanation du gouverneur de la Crimée. Vous savez, aujourd'hui, depuis 2014, hein, cette entité qui était annexée par là. Donc c'était des choses qui étaient en préparation. On pourrait de façon très soft recomposer, mais avec des contenants nouveaux. Mais maintenant, la vraie problématique va être au niveau communicationnel. Comment on fait justement pour rassurer qu'on est dans la continuité, que la Russie n'a pas intérêt à perdre cet outil, parce que c'est un outil qui lui permet justement de se protéger, n'est-ce pas, par rapport à un certain nombre de choses qui sont faites. Ça ne ternit pas l'image de l'armée russe, tout en voilà, récoltant un certain nombre de dividendes. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur cet aspect. En tout cas, merci d'être passé pour partager donc vos éclairages sur ces questions-là. Diplomatie, on en a parlé, aussi la question de Wagner. Merci d'être passé. Je rappelle que c'est Oumarou Paul Koualaga, directeur de l'Institut de stratégie et de relations internationales. Merci. On va continuer, nous, ce JDS, journal dimanche au soir, avec une autre frange. À présent, c'est celle société. On va tout à l'heure jouer donc un reportage sur ce qu'on a comme pharmacie hospitalière. Cela a été initié comme dynamique et il s'agissait maintenant de voir le point de sa mise en œuvre. Plusieurs étapes ont été organisées en termes de visite et la dernière des étapes, c'était celle de Ouagadougou et nous vous le présentons ici en point. La mise en œuvre de la pharmacie hospitalière dans sa composante dispensation individuelle nominative digne est intégrée dans la prise en charge des patients au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. L'hôpital expérimente cette pratique pharmaceutique depuis 2019 en néonatologie et elle s'est élargie en janvier 2023 au service des urgences médicales et chirurgicales. Pour Dr Alice Ouedraogo, pharmacienne spécialiste de la pharmacie hospitalière, les équipes travaillent dans ces deux unités à temps plein pour une prise en charge médicamenteuse des enfants admis en soins. Le premier avantage, ça nous permet de prendre rapidement en charge nos patients. Donc la DNI est au sein de l'unité et donc on ne perd pas de temps
donc à prendre en charge dès les premières minutes, donc avec les médicaments disponibles à la DNI. Ensuite, ça nous permet également donc d'économiser. Voilà, c'est les doses prescrites qui sont servies. Et donc, c'est un avantage aussi, donc une prescription rationnelle. Le constat est plus que satisfaisant au centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Dans cette enceinte hospitalière, tous les services appliquent de façon continuelle la pharmacie hospitalière. Avec ce procédé universel dans l'établissement, les agents assurent la disponibilité des produits de santé et arrivent même à prendre en charge très rapidement les patients. Ce qui leur permet de faire des économies sur l'achat des produits, se réjouit Dr Zakari Kafando. Il faut dire que le CHU de Bogodougou, dans la mission principale à son ouverture, était donc de rendre effectif la dispensation au lit du malade, de mettre en œuvre donc la pharmacie hospitalière à travers la dispensation au lit du malade. Et la particularité ici à Bogodougou est que la dispensation au lit du malade, elle est effective. Elle est effective dans tous les services cliniques. Cette politique sanitaire dans ces deux établissements de soins rencontre tout de même des difficultés dans sa mise en œuvre. Les premiers responsables des unités où la délivrance nominative individuelle est effective plaident pour son élargissement aux autres services au grand bonheur des malades. La plupart des difficultés que nous avons sont des difficultés liées donc aux conditions socio-économiques défavorables de la population. Je m'explique. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand on avait même démarré la pharmacie hospitalière, on s'est rendu compte qu'on a fait beaucoup de pertes. Pourquoi ces pertes? Parce que, au fait, dans l'entendement de la pharmacie hospitalière, c'est-à-dire lorsqu'on a le malade, nous on ne se préoccupait pas des aspects financiers. Donc l'essentiel pour nous, c'était que le malade ait tout de suite et maintenant son médicament. Mais on s'est rendu compte qu'avec la population, au début, quand on a commencé à faire ça, à un certain moment, pour les envoyer même à payer, c'était compliqué. Ils avaient peut-être même compris par cela que les médicaments étaient gratuits. Il faut noter que la pharmacie hospitalière englobe plusieurs domaines, notamment la gestion des approvisionnements et des stocks, la pharmacie clinique, la stérilisation et l'hygiène hospitalière, les préparations magistrales et hospitalières, la pharmacovigilance et la dispensation individuelle nominative au lit du malade. Elle est mise en œuvre dans plusieurs hôpitaux du Burkina Faso. Autre sujet que nous annoncions en titre, c'est l'anniversaire du mouvement Le Balai Citoyen, 25 août. Et le 25 août dernier, donc, c'était 10 ans. Et il y a eu donc ce élément qui a été sorti, qui portait cette signature 10 ans au service du Burkina Faso et de l'Afrique. Le mouvement qui a partagé son constat, celui d'un Burkina qui doit refaire face à de nombreux défis. Nous recevons pour ce faire Zinaba Rasmané, il est responsable à l'organisation au niveau de la coordination nationale du Balai Citoyen. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Si, merci. C'était 25 août, 10 ans derrière, on est où? On est en 10 ans derrière, on est en 2013. 2013, à la place de la Révolution, pour le lancement officiel. Nous avons voulu donc, à l'époque, mobiliser toutes les intelligences de jeunesse d'abord et toutes les intelligences au Burkina pour construire un mouvement qui allait être un peu le mouvement dans lequel nous allons nous reconnaître. Reconnaître dans le sens où traditionnellement, effectivement, telles que les activités ou les organisations manifestaient ou organisaient des manifestations, il n'y avait pas forcément un intérêt particulier dans la forme, dans la manière, dans les méthodes et peut-être dans l'incision. Et nous avons voulu donc lancer ce mouvement-là. Et c'est l'occasion pour nous d'abord de rendre hommage à tous ceux qui ont été des militants du Balai Citoyen depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il y a des camarades aujourd'hui qui étaient membres de la coordination nationale qui ne le sont plus, qui ont été quand même des vecteurs pour la mise en place de ce mouvement-là. Il y a des camarades avec qui nous avons cheminé, qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Ils sont de Kourabagré, ils sont de la Nyanya, ils sont de Bobo du Lasso, ils sont de Pissi, ils sont de Huidi et ainsi de suite. Tous ces camarades-là qui nous ont passé l'âme à gauche pour utiliser une expression militaire et qui aujourd'hui ne sont plus avec nous dans ce combat-là. C'est à eux aussi que nous rendons hommage. Mais particulièrement, nous rendons hommage à tous les martyrs de l'insurrection et à tous les martyrs de la résistance au putsch. Et aujourd'hui, nous rendons hommage à tous nos FDS, à tous nos VDP et à tous ceux qui sont tombés dans le sens de construire un Burkina Faso meilleur et pour lequel ils se sont battus patriotiquement.
C'est l'occasion aussi pour nous de rendre hommage à la presse, parce que sans elle, le ballet citoyen ne serait pas le ballet citoyen qui aurait parcouru ces 10 ans-là dans son combat, dans sa lutte pour une société, pas d'expérience, mais une société véritablement où la justice sociale règne et dans un État démocratique. Donc 10 ans après, on a des souvenirs, 10 ans après, on a une mémoire, 10 ans après, on a capitalisé des acquis. Et à chaque moment que ces acquis-là seront remis en cause, effectivement, nous allons monter au chrono comme nous l'avons fait par le passé pour que ces acquis-là soient préservés. C'est vrai que quand on regardait les visages qui étaient connus, on voyait Samska, il y avait des vidéos qu'on passait tout à l'heure, on voyait Smokey, oui. On voyait Guy Eveka, il y avait beaucoup d'autres visages comme ça. Oui, il y avait beaucoup d'autres visages. Anecdotiquement, ça commence comment? Avant d'avoir le... Anecdotiquement, ça commence déjà en 2011, quand des jeunes d'organisation de la société civile se retrouvent pour échanger sur l'avenir du Burkina Faso. D'accord. Et de ce constat-là, ils font la remarque que nous devons impulser un mouvement d'envergure qui va toucher toutes les couches sociales et qui ne sera ni clanique, ni religieuse et ni appartenir à un groupe spécifique. Ni de diplômés, ni d'intellectuels, ni d'universitaires, mais un mouvement véritablement d'envergure qui prend en compte le petit paysan, le commerçant, la commerçante, et qui va se donner pour objectif d'assurer le nettoyage de tout ce qui est impureté, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. Ce que nous disons là, c'est que tout ce qui est mauvaise gouvernance, tout ce qui est mal-gouvernance, tout ce qui est piétinement des libertés individuelles et collectives allait être mis dans ce que nous avons appelé ce qui doit être nettoyé. Et c'est seulement le 25 août, effectivement, qu'on lance la dynamique du mouvement à la place de la révolution. Sinon, avant, il y a eu bien des rencontres et bien des expériences partagées avec d'autres acteurs. Le mouvement Yanama au Sénégal a été un des mouvements avec qui nous avons partagé beaucoup d'expériences. L'esprit donc des clubs Cibal au Burkina Faso pour le ballet citoyen est aussi né de l'esprit des esprits Yanama au Sénégal. Yanama est parti d'une plainte contre les coupures d'électricité de la Sénélec. Le ballet citoyen également a construit sa dynamique sur des revendications qui sont d'abord sociales avant d'être des revendications politiques. Donc quand on regarde l'histoire, il y a véritablement tout un engrenage des jeunes, des femmes, de toutes les couches sociales qui se sont mobilisées et nous avons voulu comme ça créer ce mouvement-là à cette époque-là. Et nous avons eu raison. Quand vous regardez derrière, dans ces 10 années, qu'est-ce qui vous marque le plus? Parce que très souvent, quand on dit ballet citoyen, les gens se rappellent des mouvements qu'on a, certaines vidéos qui sont passées où c'était vraiment chaud. Alors que derrière aussi, en tant que journaliste, j'ai pu vous suivre dans beaucoup de vos initiatives. Il y a même à appeler les jeunes à s'assumer à allant voter, pas leur dire voter celui-ci ou celui-là, mais non, allez marquer votre choix. Il y a même aussi j'ai participé à des séances. Je me rappelle, vous alliez balayer des marchés et tout. Donc, quand vous regardez tout ça, qu'est-ce qui vous a marqué derrière dans ces 10 années? On dirait tout en même temps, parce que notre mouvement a la chance d'avoir été adopté très vite par les Burkinabés dans leur ensemble. Et je pense que c'est l'une des plus grandes fiertés que nous, en tant que peut-être responsables du mouvement, nous pouvons avoir. Parce que quand on lançait le mouvement, il n'était pas évident que tout le monde se retrouve dans ce processus-là, qui est un processus quand même lancé par des acteurs bien connus de la lutte que nous connaissons. Vous avez cité Samska, vous avez cité Smokey, et je cite d'autres personnes qui sont peut-être plus membres du ballet citoyen aujourd'hui, Maître Guy Hervécam qui est dans son mouvement Sens aujourd'hui, des camarades comme Domboué Hippolyte qui sont allés en politique, des camarades comme Taïrou Sanou qui sont allés en politique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a tous ces acteurs-là, Leila Diallo, qui sont allés en politique véritablement. Il y a tous ces acteurs-là que nous avons aussi côtoyés dans la naissance de ce mouvement-là. Et l'humilité voudrait qu'on puisse les citer, même si aujourd'hui ils ne sont plus membres du mouvement. Donc pour nous, l'une des plus grandes victoires, ça reste quand même la gigantesque mobilisation pour l'insurrection populaire. Et c'est celle-là qui nous reste. La deuxième chose qui nous reste, je pense, la plus essentielle, c'est aussi la résistance au putsch en 2015. Mais pour notre mouvement particulièrement, c'est toutes ces petites actions que nous avons menées qui ont permis au mouvement de tisser sa toile et de s'implanter jusque dans les plus petits villages. Quand je parle par exemple de Kourabagré à Waïgouya, quand je parle de Oula, une commune rurale de Waïgouya, quand je parle de Liptougou, quelque part dans la Nyanya, où nous sommes allés
rencontrer des populations, discuter avec elles pour leur dire que le devenir du Burkina Faso ne sera que ce que les citoyens eux-mêmes auront décidé. Vous parlez bien d'élection. Après l'insurrection populaire, nous avons lancé le concept de après ta révolte, ton vote. Et ce vote-là devait être un vote sur les idées. Ce vote-là devait être un vote sur des patriotes. Ce vote-là devait être un vote sur des hommes intègres qui allaient conduire le Burkina Faso vers la prospérité. Le constat, le résultat, on l'a connu et je pense que notre déclaration de 10 ans retrace un peu ce parcours-là. Dans cette déclaration, justement, vous dites, toutefois, une décennie après, à l'heure de ce bilan d'étape, force est de reconnaître que l'espérance de progrès, de démocratie et de liberté qu'avait suscité la marche triomphale des 30 et 31 octobre 2014 n'est plus qu'une peau de chagrin, au regard de l'imbroglio politico-sécuritaire que traverse notre pays. On a comme l'impression qu'il y a comme un brin de regret. Non, ce n'est pas du regret, c'est du constat. D'accord. Nous faisons le constat effectivement que 10 ans après, pendant qu'on devait être dans une dynamique d'inspirer les autres nations, parce qu'en fait l'insurrection a été véritablement un catalyseur au point où tout le monde voulait nous ressembler. Quand vous sortez du Burkina Faso et que vous dites que vous êtes burkinabé, à la limite tout le monde vous reconnaît le mérite d'appartenir au pays de Sankara et d'appartenir au pays de ceux qui se sont mobilisés pour faire chuter une dictature de 27 ans. Et ça, c'était quand même très important que cette image-là reste. Il fallait la construire dans la durée. Malheureusement, le constat que nous avons fait, c'est que dès la fin de l'insurrection populaire, avec la première transition de 2015, déjà la remise en cause des acquis ont commencé. Et nous n'avons pas manqué de monter au chrono par rapport à cette question. Je cite deux exemples ou 3 exemples. Allons-y. C'est dans le gouvernement de Yacouba Isaac Zida que des hommes qui ont torpillé le dossier Norbert Zongo ont été faits ministres, proposés ministres. Le ministre Sagnon. Et à l'époque, le Balai citoyen a sonné la mobilisation pour que ce ministre-là ne soit pas ministre. C'est dans le gouvernement de Yacouba Isaac Zida, après une insurrection populaire, que le ministre Djigemde a été fait ministre, proposé ministre des Transports. À l'époque, le 31 décembre 2014 déjà, le Balai citoyen et une organisation syndicale se sont mobilisés devant le ministère pour que ce ministre-là ne soit pas ministre, parce qu'il avait menti déjà sur son intégrité et sur sa probité. Pour nous, c'était essentiel. Troisième élément, et je vais terminer là-dessus pour 2015, c'est sous Yacouba Isaac Zida, c'est sous la transition de 2015 que la première responsable du CSE a pris une décision pour suspendre les émissions interactives, qui était quand même une sorte d'espace d'échange de liberté et de démocratie, de liberté d'expression que les Burkinabés exploitaient pour dire ce qu'ils n'allaient pas au pays. Nous sommes encore montés au créneau pour dire qu'à l'époque, qu'effectivement, il ne fallait pas faire en sorte que ces libertés-là soient, je dirais, prises en otage. Ça nous a valu ce que ça nous a valu. Parce qu'à l'époque aussi, parce que c'est notre histoire, à l'époque, après l'insurrection populaire, pendant que tout le monde, pour la grande majorité des OSC qui sont nés dans la période de l'insurrection populaire, partait à la mangeoire, soit pour être ministre, soit pour être député au CNT, le Balai citoyen est resté dans son rôle de veille. Et à l'époque, il y a des organisations qui ont même créé un blocus, je dirais un front, qui s'appelait Non à la rucratie. C'était nous qui étions visés à l'époque parce que nous continuons toujours à dire qu'il ne faut pas remettre en cause l'esprit de cette insurrection populaire-là parce que des citoyens, des citoyennes sont décédés pour que ces libertés-là soient carrément, fondamentalement acquises et il est important qu'on puisse rester dans cette dynamique-là. Malheureusement, à l'époque, effectivement, les premières critiques par rapport au Balai citoyen ont commencé. Soit de dire que c'était un mouvement vendu, soit de dire que c'était... Derrière, il se disait aussi qu'il y avait des réseaux hors Burkina qui finançaient. Parce qu'on se dit les mobilisations, on connaît au Burkina, il faut bien payer. On est allé très loin même pour dire que c'est même l'impérialisme américain qui finançait le Balai citoyen. Pourtant, on en parle des réseaux, c'était Soros. Soros, exactement. Soros et pourtant, aussi. nous n'avons jamais eu de contact avec Soros, parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on dit... tout ça. Mais nous finançons nos activités par la mobilisation citoyenne que nous avions. À l'époque, le Balai citoyen n'organisait pas de grandes activités, mais les petites activités que le Balai citoyen organisait étaient déjà des activités de mobilisation. Je vous donne juste 2 petites anecdotes. Le véhicule de Sam Skalodia, la 4x4 Patrol de Sam Skalodia, qui a été utilisé avant l'insurrection
et qui est morte pendant l'insurrection parce qu'elle est garée depuis 9 ans maintenant et elle n'a même pas de punais, ce véhicule-là, il roule dans un autre véhicule qu'il a acheté de ses propres moyens. Voilà, ce véhicule-là aujourd'hui est là dans un garage, mais personne ne s'en offusque. Mais on nous a dit qu'on avait des V8, on nous a dit qu'on avait des milliards sur des comptes. 10 ans après, on n'a pas réussi à le prouver mieux. Le Balai citoyen a fait mieux que ça. Le Balai citoyen a intenté 3 procès dans son histoire contre des gens. Je cite un exemple. Lengani, le journaliste, qui a dit que le Balai citoyen a acquis des parcelles pendant la transition de 2015. Il y a eu un procès, il a perdu le procès et au tribunal, il a reconnu qu'il a sciemment changé les dates d'acquisition des parcelles de Maître Guy Hervé Kam à Ouaga 2000, en 2009, qu'il a changé en 2015, juste pour jeter l'homme en pâture. Il était à l'époque premier responsable du mouvement, il était porte-parole du mouvement. On nous a signalé effectivement que nous avons eu de l'argent avec l'ex-premier ministre Yacouba Zida. 150 millions pour certains, 200 millions pour d'autres, 1,7 milliard pour d'autres officines qui ont été créées à l'époque. Nous avons envoyé au procès quelqu'un comme Lota. Il a perdu le procès et jusqu'à aujourd'hui, on attend la dernière décision pour finalement nous dire effectivement tous ceux qui ont des critiques viles vis-à-vis du Balai citoyen, tous ceux qui ont des critiques assez acerbes vis-à-vis du Balai citoyen, tous ceux qui peuvent démontrer, et ça nous mettons tout le monde au défi, qui peuvent démontrer que le Balai citoyen a été mouillé dans une corruption quelconque, dans une fraude quelconque ou dans un déni quelconque, peuvent nous faire la preuve et en envoyant le Balai citoyen devant les tribunaux. Nous l'avons fait avec 3 personnes. Ces 3 personnes ont perdu et on espère que 10 ans après, d'autres plus courageux vont se prononcer sur cette question et on ira au procès encore pour gérer ces questions-là. En attendant, dans votre déclaration, pour ce qui est des constats, vous dites que la situation elle est vraiment difficile et qu'elle mine dangereusement donc l'avenir, même le devenir du Burkina Faso. Mais cela résulte de plusieurs décennies de gouvernance et d'aventure politique. C'est le politique qui est indexé ou c'est... C'est les deux en même temps. C'est les acteurs politiques, c'est les acteurs de la vie sociale, mais c'est aussi les politiques en termes de décision. Politique publique s'entend, parce que nous faisons un travail aussi de veille sur les questions de politique publique et il est important quand même qu'on insiste là-dessus. Effectivement, ce que nous disons n'a rien de caché. Tous les Burkinabés peuvent le constater. Nous sommes dans une situation où, après l'insurrection populaire et avec les élections de 2015, on devait être en train de construire un Burkina Faso d'avenir. Malheureusement, nous sommes en train de construire un Burkina Faso de désespoir. Et les crises que nous connaissons résultent aussi de l'incapacité des dirigeants et des politiques à mettre en place des politiques structurantes qui nous emmènent vers le progrès. Que ce soit avec les dirigeants démocratiquement élus, tels que nous l'avons connu de 2015 à 2022, ou que ce soit avec les coups d'État que nous avons subis le 24 janvier 2022 et le coup d'État du 30 septembre 2022. Bref, nous sommes dans une situation où, à la limite, ce qui intéresse les gens, c'est le pouvoir et non la vie des Burkinabés. Ce qui intéresse les gens, c'est la jouissance des artifices du pouvoir. Ce qui intéresse les gens, c'est plutôt comment arriver à prendre le pouvoir et à le conserver de manière durable, et non comment prendre le pouvoir et changer de manière honnête et intègre ce pays. Ce que tous les Burkinabés attendent de plus. Il faut faire la différence entre ceux qui parlent beaucoup et ceux qui agissent réellement dans l'intérêt supérieur de la nation. Et nous avons constaté que depuis Roch Marc Christian Kaboré, le président, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une sorte de Djanjoba national dans lequel chacun vient faire son petit théâtre, chacun vient faire sa petite sortie, mais au fond, réellement sur le terrain, la situation est beaucoup plus critique. Les chiffres sont là et les crises sont là. Justement, vous avez parlé de 7 années de gouvernance, je pense que c'est de Roch que vous parlez. Vous parlez de gouvernance chaotique et désastreuse. Sur la situation actuelle, j'ai lu l'un de vos passages, vous dites au regard de la dégradation chronique de la situation et de l'urgence d'abréger les indicibles souffrances de notre peuple, le Balai citoyen interpelle les autorités en place sur leurs responsabilités historiques. Quand on écoute, on a l'impression que c'est vrai qu'on a eu cette année
il y a eu des difficultés sur la réponse à donner sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, quand on entend parce que vous et moi on n'est pas au front. Quand on entend les nouvelles du front, ce n'est pas forcément le chaos que vous décrivez. Attention, il faut faire la part des choses. Nous disons que il y a eu 7 années d'irresponsabilité, utilisons les mots, d'irresponsabilité, 7 années de chaos qu'on a connu avec le président Kaboré. Pendant 8 mois, on a connu tout ce qu'on a appelé, ce n'est pas seulement l'irresponsabilité que nous avons connue en 8 mois, mais nous avons connu le fond en termes de désespoir avec le lieutenant-colonel Damiba. Depuis le 30 septembre, il y a une dynamique qui amène certains Burkinabés à se dire qu'on est sur la bonne voie. Mais interrogeons les chiffres et interrogeons les crises. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut nous amener à dire que nous sommes sur la bonne voie? C'est le plus grand engagement de nos FDS et des VDP sur le terrain. Ça, c'est un fait, c'est un point positif. Qu'est-ce qui peut nous amener à dire que nous sommes sur la bonne voie? Ce qui peut nous amener à le dire, c'est peut-être le réarmement de nos frères soldats et VDP sur le terrain. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 7 ans. Qu'est-ce qui peut nous amener à dire que nous sommes sur la bonne voie? Ce qui peut nous amener à dire que nous sommes sur la bonne voie, c'est un certain nombre d'actions concertées qui permettent peut-être de mettre en situation de difficulté les ANI et les groupes armés terroristes. Mais au constat, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de déplacés que par le passé. Au constat, c'est qu'aujourd'hui, on a 2000 écoles fermées en 10 mois. Au constat, c'est que la gouvernance en elle-même reste encore opaque dans notre pays. Au constat, on constate effectivement que beaucoup plus de mots que d'actes sont posés réellement pour nous sortir de l'ornière. Mais ce n'est pas seulement la crise sécuritaire qui est le problème. Notre crise ou nos crises que nous avons vécues jusqu'à aujourd'hui sont des crises morales. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire clairement qu'on est dans une crise de la gouvernance qui est plus morale que par le passé? Est-ce qu'on peut nous dire clairement qu'aujourd'hui, effectivement, les hommes qui nous gouvernent sont beaucoup plus vertueux que les hommes qui nous ont gouvernés par le passé? Nous faisons des constats sur des éléments concrets où on peut donner des points positifs, mais également où on ne peut pas être en odeur de sainteté, surtout par rapport aux libertés démocratiques et aux libertés individuelles et collectives. C'est sous le capitaine Traoré que nous avons connu ce que nous avons peut-être connu dans les régimes d'exception de Blaise Compaoré. C'est sous le capitaine Traoré que des militaires peuvent aller dans un tribunal, extirper une personne qui est sous mandat de dépôt pour aller la garder en lieu sûr. L'extirper de la dynamique militaire, c'est ce que nos frères, nos sœurs, nos citoyens, nos citoyennes se sont mobilisés en 2014 pour faire échec à certains actes de ce type-là. À l'époque, on a crié sous Blaise Compaoré les juges pourris et tout ce qu'on sait, mais aujourd'hui, malheureusement, on fait le constat que même des militaires deviennent des acteurs de remise en cause des libertés individuelles et collectives et des acquis démocratiques chèrement acquises dans ce pays. Donc, pour moi, sur ces questions-là, il ne faut pas lésiner et il faut dire clairement aux dirigeants actuels qu'ils doivent redresser la barre parce qu'ils ont un rôle historique de créer les conditions d'un Burkina Faso de demain. Et ces actes-là ne vont pas dans le sens de créer un Burkina Faso de demain. Deuxième élément, sur les libertés individuelles et collectives et sur la liberté de la presse. Je ne vous apprends rien. Ce que des médias subissent aujourd'hui, ce que des citoyens subissent aujourd'hui parce qu'ils prennent la parole publique sur des questions sensibles est tout sauf une avancée vers ce que nous avons toujours démarché, ou du moins ce pourquoi nous nous sommes toujours engagés. Et nous ne pouvons pas rester là à être accommodants, à être doux avec des gens qui sont en train de remettre en cause les acquis d'hier, chèrement acquises dans le sang, dans la sueur, et comme le dit notre hymne national, avec tout l'engagement et toute l'énergie nécessaire, au point d'aller même jusqu'au sacrifice ultime, tel que tous ceux qui sont tombés pour ces libertés, pour cette démocratie et surtout pour ce vivre ensemble que nous avons toujours chéri.
Il y a dans votre déclaration la proposition que vous rappelez, hein, qui a été la vôtre quand même depuis décembre 2022, c'est une conférence nationale souveraine. On va terminer par cela. Vous la voyez comment? En fait, nous avons dit depuis le départ que la meilleure manière pour nous de gérer nos crises, c'est de se parler franchement. Malheureusement, le langage de vérité manque à tous les niveaux. Et on a peur d'affronter la vérité, souvent. Raison pour laquelle les régimes ont échoué. Soit elles étaient dans la manipulation, soit elles étaient dans le déni, soit dans le mensonge. Et ce qui fait que ces régimes-là, depuis Roch-Marc Christian Kaboré jusqu'à aujourd'hui, pêchent dans cette dynamique-là. Donc ce langage de vérité-là, il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on se regarde en face et il faut qu'on se parle. Tous les citoyens dans toutes les composantes de la société. Ce n'est pas seulement un certain nombre de diplômés, d'intellectuels, de gens proches du pouvoir ou des politiciens, je dirais, de tradition professionnelle, politicienne, qui doivent se regrouper pour discuter de ces questions-là. Ce n'est pas seulement les OSC et ainsi de suite, c'est toutes les composantes de notre société qui doivent s'asseoir et discuter ensemble sur l'avenir du Burkina Faso. Et cet avenir-là, si on n'arrive pas à faire cette catharsis-là, entre nous, nous n'irons nulle part. Parce que chacun viendra faire son petit théâtre, partira et laissera la place à un autre qui viendra faire son petit théâtre. Il faudrait qu'on ait une ligne directrice. Sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans. Qu'est-ce que nous voulons que le Burkina Faso soit? Et à partir de là, qu'on définisse les grandes lignes qui vont être imposées à chaque acteur de la vie publique qui vient démocratiquement élu ou par toutes les autres formes, pour que ces acteurs-là soient eux-mêmes dirigés par la ligne directrice du peuple. Et donc cette conférence souveraine nationale, nous l'avons voulu déjà en décembre et nous l'avons proposée. Nous avons envoyé des propositions parce que nous sommes une force de pression aussi et de propositions. Par contre, dans l'imaginaire de certains, on n'est que des critiques, on ne fait jamais de propositions. Nous avons fait cette proposition-là au pouvoir en place. Et nous avons envoyé des courriers et une documentation au Premier ministre, au président du Faso et à l'ALT. Nous attendons encore que les gens réagissent sur cette proposition. Mais nous restons convaincus que si nous ne faisons pas le point de là où nous sommes et de là où nous voulons aller, nous allons toujours patauger. Et c'est malheureusement ce patauge-là, cette manière de patauger qui nous a conduits dans ce que nous savons et qui est consubstantiel de toutes les crises que nous vivons. Crise de la démocratie, crise de la gouvernance, crise sécuritaire, crise humanitaire, crise institutionnelle et malheureusement crise de l'espoir. Au point où certains citoyens, tellement désespérés, pensent que tout ce qui apparaît et qui porte peut-être un treillis ou un béret, devient pour eux un espoir du Sankara reconquis. Il faut faire très attention, sortons de l'émotionnel, sortons de la propagande et restons focus sur ce que nous devons construire ensemble. Et c'est tous les Burkinabés qui doivent s'asseoir pour discuter. Toutes les forces sociales ensemble et toutes les forces politiques ensemble, assis pour se dire ce langage de vérité là et aller plus loin. Dernière question, mais ça c'est un peu plus large, c'est dans les convictions même. Certains d'entre vous ont décidé de faire le pas et aller en politique. On les a reçus ici, ils disaient, on a milité dans les mouvements, on a fait ce qu'on pouvait. Mais on a vu que si on ne cherche pas à prendre l'appareil là, et puis apporter ce qu'on peut, et la nature du vide, on viendra toujours critiquer ceux qui acceptent d'aller se salir, comme on dit en politique, alors que si nous, on ne peut pas aller la faire comme on pense que ça devrait se faire, ça va être un problème. Zinaba, on pourrait vous retrouver en train de faire ce chemin-là. Il faut être très prudent. Mais je vais rappeler, j'en parle peut-être pas à titre personnel, j'en parle au nom du mouvement. Deux choses. Nous disons, et depuis la naissance de notre mouvement, que notre objectif aussi, c'est de susciter des hommes dignes de foi, intègres, de probité, qui peuvent eux aussi aller impacter le milieu politique en termes de décision. Contrôler, prendre l'appareil d'État et peut-être agir. Donc le Balai citoyen est une école de formation. Et pour ça, nous accueillons tout le monde. D'ailleurs, dans nos instruments, dans notre charte, dans notre règlement intérieur, dans nos statuts, tout le monde peut militer au Balai citoyen. Même les hommes politiques, sauf qu'ils n'ont pas de responsabilité dans une quelconque structure du mouvement, que ce soit les clubs cibales, les coordinations communales, les coordinations régionales ou la coordination nationale. Donc pour nous, susciter donc des hommes qui vont aller en politique et agir dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation va être une de nos objectifs. Et pour répondre à la question à titre personnel,
rien n'est exclu. Mais pour l'instant, c'est par l'engagement citoyen que nous avons décidé au sein du ballet citoyen d'agir et de transformer la vie de la nation. Et cet engagement citoyen-là va rester tel, cette veille citoyenne va rester telle, et nous allons le faire jusqu'à ce que nous puissions être fiers d'avoir dit que nous avons contribué à ce que le ballet citoyen, ou du moins le mouvement social, l'engagement citoyen puisse transformer les hommes et puisse transformer notre pays. Merci bien. Merci à vous, merci encore à toute la presse, encore, et remerciements renouvelés. Nous avons un objectif, c'est de faire en sorte que ce pays-là soit vivable pour nous tous les citoyens, de Gorgagui à Nako, à Périgban, à Gawa et ainsi de suite. Et c'est par l'engagement de chacun d'entre nous, sans euphorie et sans émotion, que nous allons aller droit pour construire ce pays-là. Merci encore à tous, et puis joyeux anniversaire à nous et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont sympathisants, militants et qui ont toujours été avec nous et qui seront toujours avec nous. 10 ans du ballet citoyen, que retenir? En tout cas, on a eu la réponse avec Rasmani Zinaba. Il est responsable à l'organisation au niveau de la coordination nationale du ballet citoyen. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. On va poursuivre ce JDS avec une autre rubrique. On va parler économie à présent. Nous allons parler donc économie, cette fois-ci avec la plateforme des associations de défense des droits de l'homme qui déplore le recours en annulation de la décision fixant les conditions et modalités applicables aux offres permanentes et promotionnelles des opérateurs de téléphonie mobile au Burkina Faso. Les 3 opérateurs de téléphonie au Burkina ont attaqué la décision dans la forme et dans le fond au motif que l'ARCEP a outrepassé ses prérogatives pour fixer des prix jusque dans le détail. Nous allons échanger tout à l'heure avec le président de la plateforme, mais avant, on vous propose ces réactions. La PADH a dénoncé à travers un communiqué le recours en annulation de la décision de l'ARCEP, une décision qui fixe les conditions et modalités applicables aux offres permanentes et promotionnelles des opérateurs de téléphonie mobile au Burkina Faso. Ces opérateurs ont attaqué la décision dans la forme et le fond au motif que l'ARCEP a outrepassé ses prérogatives pour fixer les prix en détail en défaveur des consommateurs. Aujourd'hui, ils nous prennent comme tout le monde, une vache à lait. Ils sont là, ils pressurent. Aucun. Et vous êtes témoin aujourd'hui de la dégradation totale, pour ne pas dire inexistante de communication. Cette tentative de bouter l'autorité de régulation de la communication électronique et des postes sonne comme un abus de pouvoir, selon Arnaud Nikema, directeur exécutif du CERTIC, Centre d'études et de recherche sur les technologies de l'information et de la communication et la cyberactivité. Nous pensons que l'ARCEP est totalement en droit de pouvoir réglementer les offres promotionnelles et permanentes donc des opérateurs. C'est vrai que l'ARCEP ne fixe pas de prix. Quand vous regardez la décision, ne fixe pas de prix. Il y avait une sorte d'abus des opérateurs et c'est ce que l'ARCEP donc a essayé de réglementer. Donc, véritablement, l'ARCEP n'a pas fixé de prix, mais a tenté de réglementer les abus des opérateurs. Cette décision de l'ARCEP intervient après le refus des opérateurs d'appliquer les offres permanentes et promotionnelles en faveur des consommateurs. Pourtant, ces derniers y avaient adhéré après une concertation entre les différentes parties prenantes. La décision de l'ARCEP est sortie après concertation. Mieux, les opérateurs de téléphonie mobile ont adhéré et quelque temps après, ils se rétractent. Donc, bon, tirons les conclusions. Ils acceptent et ils se rétractent. Nous, on ne sait pas. Veulent-ils une collaboration avec les consommateurs ou veulent-ils une confrontation? La PADH annonce qu'elle va explorer toutes les voies de recours en justice pour le respect des droits des consommateurs burkinabés. La suite du procès pourra nous donner du grain à moudre. Voilà. Au regard de la suite, on verra bien. Si c'est les opérateurs qui ont emporté, c'est évident que nous allons emboîter d'autres chemins de bataille. Voilà. Donc voilà un certain nombre d'éléments que nous avions évoqués. Et qui naturellement pour nous allait dans le sens donc de droit des consommateurs.
Donc, véritablement, c'est avec déception que nous apprenons d'abord la décision et estimant donc que le juge pourra dire le droit en la faveur donc, des consommateurs. La PADH appelle les autorités gouvernementales et administratives à prendre les mesures conservatoires au regard de la gravité des violations des lois et des règlements relevés par les récentes études de l'ARCEP et la montée des plaintes des consommateurs. Elle invite donc le juge à dire le droit, rien que le droit, aux besoins en tenant compte de sa propre expérience de consommation des services de communication électronique au Burkina Faso. Retour sur ce plateau, nous sommes en plein dans la partie économie et nous le disions. Ce reportage juste pour mettre le pied dans les plats parce que nous sommes avec évidemment le président de la plateforme des associations de défense des droits de l'homme qui dans une sortie donc avait dénoncé, on a vu même son président tout à l'heure en image, ce recours en annulation qui avait été formulé par les maisons de téléphonie mobile. Nous sommes avec Joseph Ouedraogo, président de la plateforme. Bonsoir. Bonsoir. C'était un plaisir de vous avoir pour avoir plus de détails. On a vu que depuis maintenant quelques mois, on va dire ça comme ça, il y a cette dénonciation d'éléments que certains consommateurs n'arrivaient plus non seulement à comprendre, mais à accepter. Sur la question des bonus qui partent, même la question de la tarification. Et il a commencé à avoir une grosse pression avec des campagnes qui ont été menées, même des campagnes de boycott de votre part. Je pense que la dernière campagne en date, c'était le 22 août. Et puis, il y a ce recours en annulation. Vous dites, vous êtes surpris parce que vous avez déjà discuté en son temps avec l'ARCEP. Comment ça s'était passé en son temps? Bon, je pense que l'ARCEP avait convoqué tous les acteurs. On en a parlé et apparemment, on était tombé d'accord. Et à notre grande surprise, au lieu que ces opérateurs de téléphonie mobile viennent nous proposer ce qu'ils avaient promis, ils attaquent en justice pour dire que l'ARCEP n'a pas le droit de leur montrer en quelque sorte la voie à suivre. Fixer des prix au détail? Non, l'ARCEP n'a pas fixé. L'ARCEP a dit par exemple, les bonus, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Et ça, vous ne devez pas faire comme ça, vous ne devez pas faire comme ça. Pour le moment, l'ARCEP n'a fixé aucun prix. Il dénie le droit à l'ARCEP de le faire. Allez-y. Ok. C'est d'où notre étonnement. Parce que nous, on attendait que c'est au bout de 120 jours, on vient nous proposer aujourd'hui, à partir de ce moment, les tarifs ne seront plus de temps, mais seront de temps. D'accord, parce que vous dites qu'il devrait vous revenir, parce qu'il devrait avoir même des missions dans la sous-région et tout, pour consulter un certain nombre d'éléments. Donc c'est des éléments que vous attendiez en fait. Exactement. Et tel est... Nous avons été vraiment surpris et révoltés par la posture des opérateurs de téléphonie mobile. Parce que nous dénonçons les prix qui sont exorbitants. D'où notre combat de boycott qui a commencé le 8 par Telmob. On ne va pas citer de maison ici. On ne citera pas de maison. Par la première, par un opérateur, et la semaine qui a suivi par un opérateur et jusqu'au 3e. Ok. Nous pensions que les choses allaient bouger, on allait venir nous proposer des prix et on allait apprécier. Non, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous avons chaque fois dit, les opérateurs de téléphonie mobile ne sont pas des adversaires. Parce que c'est à cause des consommateurs qu'ils font leur chiffre d'affaires, qu'ils vivent. Donc, à notre avis, je pense que l'avis des consommateurs doit compter, doit primer. Ce qui avait été demandé au départ, lorsque des discussions se faisaient, notamment sous la houlette de l'ARCEP, il y avait la question des bonus qui partaient, il y avait la question des délais. Dans le détail, c'était quoi que vous vouliez au départ? Non,
indépendamment des bonus, parce que les bonus viennent s'ajouter à nos revendications. Nous disons que depuis une vingtaine d'années, les prix de communication sont restés presque inchangés. Je ne vous apprends rien en disant que une minute de communication vaut 1,5 francs par minute. Ça n'a jamais changé. Ça, avec les bonus, ça diminue et ça revient. Et nous, on dit il faut que ça diminue. Parce que nous avons des pays voisins et des pays chauds qui sont moins chers que nous. Même Internet est resté inchangé. Et nous disons à ces opérateurs-là, plus vous diminuez le prix, comme on le dit, ça fait un appel d'air. Plus vous aurez beaucoup de clients et plus vous aurez beaucoup plus de consommation. Il faut aller à la consommation à grande échelle. Alors c'est une économie d'échelle, comme on dit. Une économie d'échelle. Voilà. On le comprend. Donc il y avait donc la question de la tarification qui avait été donnée. Il y avait, bon, vous dites que le bonus ça venait après. Il y a la question des délais. Mais quand on regarde, au fond, on s'est dit bon, tout semblait aller bien. Ça veut dire que bon, c'était très chaud. On a dit, bon, l'ARCEP a discuté avec, en tout cas, les cellules de consommateurs, après a discuté avec les maisons de téléphonie mobile, qui, elles aussi, avaient donné les quelques problèmes qui étaient rencontrés. Je me rappelle, pêle-mêle, comme ça, un cité de mémoire, et ils revenaient sur même les impôts et taxes auxquels ils sont soumis, parce qu'il y a beaucoup aussi, quoi qu'on dise, là-bas, ils subissent une vraie pression, comme il le disait. On se disait que peut-être au niveau de l'autorité, peut-être c'est des éléments qui allaient être revus, mais vous interprétez comment ce recours en annulation, vous l'interprétez comment pour des gens qui étaient sur une table de discussion? Exactement, c'est comme une fuite en avant. C'est comme si ils ne voulaient pas venir vers les consommateurs, vers ce que tout le monde réclame aujourd'hui. Que ce soit les gouvernés, les gouvernants, tout le monde réclame la baisse des tarifs de communication. J'ajoutais entre griffes le bonus, les histoires de bonus et tout. C'est venu pour calmer un peu la situation. Sinon, notre combat, ce n'est pas les bonus. Notre combat, c'est la tarification. Justement, après la pression qui avait été mise, même les éléments de boycott que vous aviez commencé, on a vu qu'il y a un genre de restructuration qui avait commencé. On ne sait pas si c'est vraiment sur la question des tarifications ou bien si c'est des bonus, mais en tout cas, certains avaient remarqué qu'il y avait des changements qui avaient été faits. Est-ce que c'était dans la mesure de ce que vous demandiez au départ? Nous avons vu. Bon, nous croyons qu'il venait à la bonne école, comme on dit. Il venait vers nous, vers la satisfaction des consommateurs. Mais à notre grand étonnement, ils vont en justice. Cela veut dire que il y a interruption de dialogue. Parce que si on va en justice, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Et nous, notre prochain combat, après la tarification, ce serait que l'ARCEP ait un droit de regard au niveau des tarifications. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit par exemple, votre communication coûte tant de francs par minute. Vous avez quel moyen de vérifier? Il n'y a pas. Aujourd'hui, on n'a pas de moyen de vérifier si ces opérateurs-là, effectivement, pratiquent ce qu'ils disent. Vous me dites, vous faites 5 francs la minute. Je n'ai aucun moyen de vérifier. Bon, mais à regarder son solde avant et à la fin de la communication, on devrait se faire aussi une idée, non? Ah oui, mais les consommateurs nous interpellent tout le temps. Tout le temps. J'ai mis tant de crédit, c'est fini rapidement. Nous n'avons aucun moyen. Nous n'avons aucun moyen parce que la loi n'a pas prévu que l'ARCEP, par exemple, puisse avoir un droit de regard. Ce qui va
à un moment donné, calmer tout le monde. S'il y a quelqu'un qui peut vérifier et vous donner la véracité des faits, en ce moment, tout le monde reste tranquille. Mais aujourd'hui, personne ne peut le faire. Mais avec ce recours en annulation qui a été introduit, vous en tant qu'opérateur, qu'est-ce que vous faites ? Puisque vous dites que vous avez comme l'impression qu'il y a une rupture dans le dialogue. Vous allez revenir à la pression d'un temps avant que l'ARCEP n'entre dans le jeu pour essayer de calmer les choses comme ça s'était passé. Qu'est-ce qui vous entrevoyez maintenant ? Nous allons tout faire. Tout ce qui est possible de faire, nous allons le faire. Parce que dès à présent, nous avons une crielle d'avocats qui sont prêts à nous soutenir. D'accord. Ils sont déjà 3 qui ont déclaré soutenir les associations de consommateurs et de droits de l'homme. Mais ça, cette action-là, lorsque vous parlez d'avocat, c'est une action en justice. Elle va concerner, qu'est-ce que vous dénoncerez en justice de façon concrète ? Puisque nous sommes partie civile. Ok. Dans cette... au niveau de la justice. Mais au niveau concrètement des discussions, il faut que la pression continue. Il faut que la pression continue. Les boycotts vont recommencer. Mais est-ce qu'ils ont vraiment leur effet ? Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est difficile de demander aux gens, coupez, parce que c'est ça, coupez votre téléphone pendant une période, et pendant ce temps, les gens, ils ont 2-3 téléphones, on coupe ici, on maximise ici, ça veut dire que celui qui ne paie pas des mégas ou des quoi, qui travaille avec ici, qui suit même votre boycott, il enrichit l'autre. Et après, c'est un peu ça. Exactement. Nous avons tiré les conséquences des premiers boycotts. D'accord. Nous avons demandé à la population, à tous ceux qui vivent au Burkina, de boycotter tous les opérateurs. Nous avons vu que c'était difficile parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a des gens qui ont leur pitance quotidienne sur la téléphonie. Leur demander d'éteindre tout, c'était vraiment difficile. C'est pour cela que nous avons dit on va boycotter de façon séquentielle. Voilà, un opérateur aujourd'hui, le prochain demain, et tout. Histoire de leur montrer que les consommateurs veulent le dialogue. Les consommateurs veulent que ces opérateurs-là viennent vers eux pour avoir leur ressenti et puis corriger. D'accord. C'est tout ce que nous demandons. Lors des dernières discussions, je pense qu'il y avait eu, en termes d'entente, des délais d'application. Oui, des mesures de l'ARCEP. Des mesures de l'ARCEP, il y a eu des délais. Je pense que l'ARCEP avait donné 120 jours. 120 jours, voilà, aux opérateurs de télé. Justement, c'est parce qu'ils ne veulent pas appliquer ça qu'ils sont allés en justice. Mais les 120 jours ne sont pas encore expirés. Non, c'est pas encore. Il reste quelques jours et tout. Donc, ils anticipent. Voilà. On comprend mieux. C'est un bras de fer qui va continuer. Exactement. Mais justement, et ça, ce sera la dernière question, si le boycott c'est à la fois un moyen d'expression du mécontentement, est-ce que ça les impacte clairement? Parce que vous me disiez aussi, lorsqu'on préparait un peu les choses, que vous avez envoyé des notes quand même à ces maisons de téléphonie. Est-ce qu'il y a des retours? Non. Jusqu'à présent, pas de retour. Pas de retour. Logiquement, comme on dit, ils doivent venir vers nous. Les opérateurs sont réunis en association aussi. Oui. Ils sont réunis en association. Logiquement, ils doivent revenir vers nous pour avoir le ressenti et améliorer, comme on le dit, améliorer leur qualité de service. Aujourd'hui, il n'y a aucune amélioration. Ces gens sont là depuis une vingtaine d'années. Ils ont amorti, ils ont réamorti. Et nous sommes dans le même processus. Non. On comprend donc le cri de cœur et on espère que des justes milieux seront trouvés, mais au moins que le dialogue va reprendre et que chacun sera ramené à la table de discussion. C'est ce que nous espérons et nous avons rencontré également les autorités.
pour leur dire que aujourd'hui, le combat que nous menons là, c'est un combat de tout le monde, même de vous, la presse. Parce que nous estimons que s'il y a une connexion correcte, très fluide, ça vous avantage aussi. Et surtout si elle est à moindre coût. Donc, le combat que nous menons, c'est un combat pour tout le monde. C'est un combat pour tout le monde et nous demandons l'adhésion de tout le monde pour que les opérateurs reviennent à la raison. Il ne sert à rien d'aller dans le conflit. Il ne sert à rien d'aller dans le conflit. On l'aura compris. En tout cas, merci. Voilà. Merci à vous d'être passé et donc d'avoir porté ces précisions-là. Je rappelle que vous êtes Joseph Ouedraogo, président de la plateforme des associations de défense des droits de l'homme, qui a déploré donc ce recours en annulation et qui demande que les discussions reprennent et que, en tout cas, des solutions soient trouvées pour le bonheur des usagers de ces services de téléphonie mobile que nous sommes. En tout cas, merci d'être passé. La dernière page pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir, c'est la page sport. Je l'ai dit, on va parler sport équestre, mais avant, on va s'intéresser au football, puisque les étalons, on le sait, ont des sorties qui doivent se faire le mois de septembre prochain. Il y a 2 rencontres très intéressantes, 6e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, et les étalons auront à croiser les crampons contre le bouclier du roi d'Eswatini, et ça c'est le 8 à Marrakech. Il y a une autre rencontre, c'est le 12 septembre, et ça c'est en France, à Lens plus précisément, où il y aura un match amical contre les Lions de l'Atlas. Et pour ces rencontres-là, Hubert Velud a donné la liste des 25 qui auront à défendre les couleurs du Burkina Faso, et cette liste, il a dévoilé à Koudougou. On y va. Le sélectionneur des étalons, Hubert Velud, a convoqué 25 joueurs pour affronter les Swatini comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN 2023 en Côte d'Ivoire et contre le Maroc entrant dans le cadre de la journée FIFA. Pour Hubert Velud, ces 2 matchs sont très différents et importants pour lui. L'objectif donc est de pouvoir terminer fort pour mieux préparer la CAN. C'est différent dans l'approche. Les Swatini, nous, bien sûr qu'on va tout faire pour s'imposer. Quand je dis c'est différent au niveau tactique, au niveau contexte aussi, on va tout faire pour s'imposer contre les Swatini, tactiquement imposer notre jeu, nous imposer nous, peu importe l'équipe qu'on alignera, bien sûr qu'on fera tout, même si c'est une équipe qui est emmerdante, qui a des points dans ce, comment dire. Après le match du Maroc, c'est un match complètement différent, c'est un match contre le 4e mondial, qui a fini 4e à la Coupe du Monde. Qui est un match de prestige. Un match de prestige, c'est particulier. C'est un match un peu en dehors du temps. Bien sûr que c'est un match qui va nous servir pour la suite. Parmi les joueurs convoqués, on remarque l'absence du capitaine Bertrand Traoré, convalescent, Franck Lassina Traoré, blessé. Mais il y a également les autres cas de la sélection nationale comme Hervé Kofi, Issoufou Dayou, Edmond Tapsoba, Dango Ouattara, qui lui revient de blessure. Mohamed Konaté, quant à lui, signe sa première sélection avec Velud, également pour ces rencontres. Et vous connaissez l'importance de Dango dans l'équipe et dans le groupe. Donc on a décidé bien sûr de le sélectionner parce que c'est un joueur très important, et à partir du moment où il est très motivé pour venir et bien sûr qu'il n'y aura aucun risque médicaux à prendre, s'il peut jouer, il jouera. Voilà. Notre roi Boni, il a été tout l'été en instance de transfert. Donc je le suis depuis 6 mois. C'est vrai qu'il a failli venir la dernière fois, il était blessé. Bon, là, vous vous êtes rendu compte aussi qu'il y a des absences. Peut-être son heure a sonné. C'est-à-dire qu'en début d'été, Mohamed, je l'ai bien observé, j'étais un peu sceptique. Physiquement, il avait un peu de mal, début de l'été. Par contre, là, il est revenu à un niveau physique très intéressant. J'ai vu son dernier match. Sébastien Koulatou fait sa première apparition également avec Hubert Velud. Et dans la liste du sélectionneur, l'absence de joueurs locaux est aussi remarquable. Selon lui, cela se justifie par le fait que le championnat n'a pas encore repris.
Les étalons seront regroupés à partir du 3 septembre jusqu'au 12 et joueront contre l'Eswatini à Marrakech et contre le Maroc à Lens. Retour sur ce plateau pour une autre partie entretien. Nous sommes en sport et nous sommes avec Claude Lombard. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy, en tout cas ravi d'être là. Oui, c'est un plaisir de vous avoir chaque dimanche pour parler sport et décrypter donc tout cela dans ses formes aussi diverses que variées. Ça, c'est très important. Bonsoir à vous, Monsieur Rachid Nakoulma. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération burkinabé des sports équestres. Merci à vous aussi. Plaisir de vous avoir. On va déjà se permettre de rester sur la première actualité là, parce qu'on a eu le point de presse de Velud, le sélectionneur qui est revenu sur sa liste des 25, en tout cas qui a défendu le pourquoi des choix, comme il se fait habituellement. Maintenant, il y a, comme il est de coutume aussi quelquefois dans ces moments-là, des petites questions qui sont envoyées et des réponses qui sont peut-être mal comprises ou sorties de leur contexte ou voilà, qui fâchent, on va dire comme ça. Et la question du Burkina non favori pour ce qui est de la CAN, ça fâchait beaucoup. Vous l'interprétez comment? Oui, il faut dire que c'est le contexte. Hein. Je pense que si on veut regarder techniquement, est-ce que Velud a totalement tort? C'est difficile d'y répondre. Mais en même temps, non, mais en même temps aussi, c'est vrai que pour les bookmakers, le Burkina n'est peut-être pas hyper favori du moins. Mais en même temps aussi, le contexte du Burkina fait que c'est assez particulier. Parce que quand vous arrivez 4e à la CAN et que le président de la fédération sort pour dire que le Burkina peut faire mieux, doit faire mieux pour la prochaine CAN et que l'entraîneur n'est pas reconduit, alors que le Burkina n'était pas aussi donné favori à cette CAN-là à partir de ce moment et que l'objectif pour lui c'était donc de remporter la CAN. À partir de ce moment, le contexte change. Parce que Velud est venu pour un objectif précis que le président de la fédération a bien voulu donner au Burkinabé en disant que tu es venu pour remporter la CAN, sachant évidemment la réalité ou en tout cas ce que le Burkina a comme joueur. C'est vrai, le Burkina n'a pas 50 joueurs comme Velud l'a dit, comme des Camerounais. C'est vrai, le Burkina n'a pas... Tout ça c'est connu et c'est su. Mais en même temps aussi, ce que Velud doit comprendre, le Burkina n'a pas 50 joueurs à ce niveau-là, mais le Burkina a fait trembler une équipe comme le Cameroun à la CAN. Le Burkina a donné beaucoup de fil à retordre à une équipe comme le Sénégal. Le Burkina, malgré qu'il n'avait pas ça, a donné aussi du répondant à l'Algérie qui était donc classée première, qu'on croyait imbattable. Avec tous ces contextes-là, le Burkina ne jouait pas aussi à domicile. Donc c'est-à-dire que c'est des choses qui sont déjà sues. Mais le Burkina a pu tenir tête parce que, à contrario, peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'il dit, qui fait un peu que les gens sont vexés, parce qu'on sent que l'équipe est en train de régresser par rapport donc à ce qu'on avait connu, avec tout ce qu'il y avait comme insuffisance, avec des joueurs qui ne selon lui, qui n'ont pas peut-être, qui ne jouent pas peut-être dans les grands championnats européens. Mais c'est que avant lui, que ce soit avec Paulo Duarte, ou que ce soit avec, je dirais, Paul Put ou encore Kamou Malo, ces entraîneurs savaient déjà ça, cette donne, connaissaient cette donne-là, mais avaient réussi à compenser avec la hargne et l'envie de gagner des Burkinabés et qui a véritablement donné du fil à retordre sur donc les différentes CAN. Donc du coup, les gens ne sont pas d'accord quand ils parlent comme ça. Voilà, autant ne pas venir parce que si tu sais très bien cela et que tu viens t'engager, alors que celui que tu viens de remplacer avait déjà un résultat pour arriver dans le dernier carré, en ce moment ça crée de la polémique inutile. Et pour moi, peut-être que c'est pour moi, quand Velud demande d'être réaliste, ce n'est pas au Burkinabé qu'il s'adresse. Il s'adresse au président de la Fédération burkinabé de football. Parce que c'est lui qui a dit que le Burkina va aller remporter la CAN. Donc voilà, c'est un peu ça. Et je pense que c'est mal à propos. Il n'aurait pas peut-être dû le dire comme ça. Bon, mais à mon avis. Ce que vous dites aussi est pertinent. Quand vous dites que vous êtes capable de le faire, ne venez pas dire que bon, avec ces gens-là, je ne peux pas le faire. Tout à fait, parce que c'est pour cela qu'on t'a recruté. Donc je pense que c'est un peu ça qui fait la polémique. D'accord. On a aussi une autre actualité, c'est la tournée d'inspection, la haute inspection de la CAF. On parle de nos stades, c'est toujours le même débat. On se dit bon, on est dans des réflexions, on est en train de tenter ceci. Quelquefois, c'était dit c'est du colmatage, mais là encore, les délais, quelquefois, on ne les respecte pas. Quand on se dit que c'est pas bien fait, voilà que on vient nous inspecter.
Non, moi je pense qu'il faut que je sois réaliste. Je pense que c'est peut-être pour gagner du temps, c'est du saupoudrage. C'est pas réaliste. Si le ministère qui demande à la fédération de faire venir une mission de la CAF pour pouvoir inspecter les stades, alors que les exigences de la CAF sont coudues par rapport donc au stade, est-ce qu'on a forcément besoin d'une mission d'inspection pour pouvoir mener les activités? Non, je ne pense pas. Peut-être que c'est pour gagner un peu du temps, parce que vous savez, avec la Gronde et tout ça, le Burkina ne va pas jouer, peut-être encore. Sinon, aujourd'hui, les travaux sont pratiquement, c'est vrai que c'est fermé, mais pratiquement on a l'impression, j'ai dit bien, on a l'impression que les travaux sont à l'arrêt du côté donc du stade du 4 août, à moins qu'on me démontre le contraire. Voilà, parce que je dis bien, on a l'impression que les choses sont à l'arrêt. Maintenant, est-ce que c'est parce que l'inspection va venir que cela va donner un coup d'accélérateur? Si ça se fait comme ça, c'est tant mieux. On nous parle donc d'inspecter le stade municipal Issoufou Joseph Konombo, d'inspecter le stade donc des Ignarés, d'inspecter le stade Wobi, d'inspecter le stade Nawabango, donc de Tanguin. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de ça, puisque toutes les exigences de la CAF sont connues. Voilà, pour moi, bon, peut-être qu'ils vont venir encore nous relever encore les choses qui ont été déjà dites et qui sont sues par tout le monde, parce que c'est déjà consigné dans les cahiers des charges. Donc, voilà. C'est pas maintenant. Voilà. Non, c'est dire que la CAF ne vous donnera pas de délai. La CAF va dire simplement que vous ne respectez pas. Tant que vous n'atteignez pas ce niveau-là, vous ne pouvez pas être homologué. Mais ça, c'est déjà connu. D'accord. Maintenant, bon. On suivra donc cette actualité. Allez-y. Non, peut-être qu'avant de passer donc au sport, qu'est-ce qu'il faut rappeler, en tout cas, cette brillante qualification donc, de l'étoile finale de Ouagadougou, ce soir du côté donc, de Boaké, après son match nul, 0 but partout. Il faut rappeler qu'au match aller du côté donc, de Dakar, l'équipe de l'étoile finale de Ouagadougou est allée tenir la dragée haute à l'équipe de Casa de Ziguinchor, 1-1 du côté de Dakar, et puis 0-0 à Boaké. Donc, avec le but marqué à l'extérieur, l'étoile finale de Ouagadougou est qualifiée. Il faut rappeler qu'on avait beaucoup de polémiques qui disaient pourquoi est-ce que c'est l'équipe nationale? Non, il faut dire que pour toutes les compétitions organisées par la CAF, le but à l'extérieur compte, parce que la CAF dit qu'elle privilégie comment on appelle l'animation offensive. Donc c'est l'offensive pour pouvoir emmener du spectacle. Donc elle n'est pas prête à retirer ce que l'Europe a fait en enlevant donc le but marqué à l'extérieur. Donc voilà un peu. Or les Jeux Olympiques ne sont pas les Jeux Olympiques sont organisés par la CAF, mais ce ne sont pas c'est pas une compétition de la CAF. Voilà, c'est organisé certes par la CAF, mais c'est pas une compétition de la CAF. Or ici la CAF parle bien des compétitions, de ses propres compétitions qu'elle organise. Voilà. On comprend mieux. En tout cas, merci Claude Ramba sur ces petites questions. Le championnat de première division commence rapidement parce qu'on doit pas le 1er septembre du côté donc de Ouagadougou avec le match d'ouverture entre l'équipe de l'Asso Enenga et le Royal FC, donc les Kings de Bobo Dioulasso. Ça voilà qui donne donc une affiche déjà de rêve pour le début du championnat le 1er septembre, vendredi prochain donc. Nous sommes avec Rachid Nakoulma. J'ai dit qu'il est le président de la Fédération des sports équestres. Comment se porte ce sport équestre là au Burkina? Ce sport équestre se porte à merveille. Okay. Et on essaie de faire avec les moyens que nous avons. Et vu aussi la situation du pays qui est un peu dans l'instabilité, et nous essayons de quand même pas mener ces activités-là en bon escient. D'accord. Non, c'est vrai que le sport équestre aujourd'hui, quand on parle donc des chevaux, on sait que le Burkina Faso, d'abord c'est déjà c'est notre emblème, évidemment, et donc le cheval fait partie de la culture du Burkina Faso. Aujourd'hui, je pense que le sport équestre a été l'un des premiers à avoir bénéficié d'infrastructures, avec notamment l'hippodrome de Amdalaï. Comment vous trouvez déjà votre infrastructure qui est dédiée donc au sport équestre d'abord? Déjà, c'est comme on le dit tout le temps. Le cheval, c'est l'emblème du Burkina Faso et c'est vraiment un animal noble que nos grands-parents ont quand même tenu à nous léguer. Donc déjà l'hippodrome, comme vous l'avez dit, l'hippodrome n'est pas en état. C'est vraiment un hippodrome qui a été donné dans les années 1960, juste après les indépendances. Cet hippodrome a été donné par le grand-père de Sa Majesté le Lalé, et sur le biais de le Wardo Naba. Donc depuis ce jour, on avait essayé quand même de rendre l'hippodrome en état pour qu'on fasse les compétitions. Parce que vous savez, le cheval ici au Burkina Faso, c'est quand même un animal que beaucoup de gens respectent. Et si je vous rappelle l'histoire du cheval, c'est-à-dire, vous savez, avant les courses, avant l'indépendance, l'hippodrome était au niveau de
la résidence de l'ambassade de France actuellement. Donc, et après ça, il y a eu des aménagements où on nous a envoyés à Nemné. Et c'est de là-bas maintenant qu'on est arrivé à Amdalaï. Maintenant, tout ce qui devait être investi au niveau de l'hippodrome, tout n'a pas été effectif en son temps. Donc c'est pour cela que l'hippodrome, aujourd'hui, on a hérité de ce qu'on nous a légué. Donc nous essayons quand même de faire des choses. Par exemple, nous avons reçu une tribune de la part de la LONABE qui aide beaucoup les gens à cette période-là. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré de voir l'hippodrome, d'abord, dans un premier temps, qui devait accueillir le marché, le grand marché de Ouagadougou. Après, je sais qu'il y a eu des tractations, les gens n'ont pas voulu, parce que bon, les travaux avaient commencé, finalement, on vous a rétrocédé donc l'hippodrome, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits, mais c'est plus sur les terrains de football et tout ça. Est-ce que c'est pas un peu frustrant quand même pour vous? C'est un peu frustrant parce que si vous savez que le chevalet Lamlone au Burkina Faso, c'est quand même quelque chose qui est dans nos armoiries. Et c'est un peu frustrant quand même de voir l'état de l'hippodrome actuellement. Et il n'est pas un état de compétition. Et il y a trop de passages. Il y a des gens qui font le permis. Et il y a des gens qui jouent le football. Mais pour ça, ce n'est pas un problème parce que le problème qui se pose à notre niveau, c'est surtout l'aménagement de l'hippodrome. S'il est bien aménagé, ça pourra profiter à beaucoup de personnes, à beaucoup de jeunes pour s'épanouir. Donc on a vu quand même beaucoup d'hippodromes comme des stades omnisports, mais que nous ayons en tête que c'est un hippodrome et l'idée principale c'est d'aménager pour que les Burkinabés puissent faire les compétitions en état. Sinon actuellement vraiment nous ne pouvons pas dire que c'est un hippodrome parce qu'elle n'est pas en état et c'est vraiment difficile de pratiquer ce sport-là actuellement. Mais nous essayons quand même de faire pas mal d'aménagements de petit à petit pour pouvoir arriver à compétir sur ce terrain-là. Oui, on a vu un temps, en tout cas il y avait le PMUB qui se jouait avec les paris et les chevaux qui couraient. Oui, c'est le PHB. Le Paris hippique Burkinabé, tout à fait. Voilà, vous savez que en Afrique de l'Ouest, on était parmi les premiers. Tout à fait. Voilà, à faire les paris à l'échelle nationale. Et à un moment, il y a eu des dysfonctionnements au niveau de ces structures-là avec les gens avec qui la fédération et puis la LONABE, il y a eu des dysfonctionnements quelque part. Donc, ils ont dû arrêter ce PHB-là. Donc, nous, en tant que jeunes, on a essayé quand même de réaménager ça, essayer de faire des formations pour arriver à réaménager ce PHB-là pour pouvoir faire les paris à l'échelle nationale. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons déjà fait des paris tests avec la LONABE et 4 ou 5 courses de cela parce que les années passées, on a fait déjà la régulation des écuries, c'est-à-dire chaque écurie maintenant a une couleur et chaque écurie porte une couleur lors de la course. Donc c'est très important pour l'organisation des paris. On a fait aussi la formation des jockeys à la montre universelle, qui est très important aussi au niveau de la formation, parce que c'est ce qui fait que les jockeys peuvent arriver à pratiquer la montre universelle sur les chevaux. Ça permet aux chevaux de courir à l'aise et puis d'avoir un équilibre parfait pour faire sa compétition. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la formation pour arriver à ramener ce pari-là à l'échelle nationale. Parce que nous savons aujourd'hui, c'est très important de faire les paris à l'échelle nationale. Parce que nous, la fédération et puis les différentes écuries avec qui nous travaillons, et nous sommes déjà aptes à faire des paris à l'échelle nationale au moins 1 ou 2 fois par semaine déjà. Donc oui, donc déjà je pense qu'on a déjà à ce niveau-là. Donc, à ce niveau, d'accord. Oui. Mais des paris tests ont été faits. Des paris tests ont déjà été faits avec la LONABE. Comment vous les avez trouvés? C'était magnifique parce que vous savez, pour la LONABE c'est magnifique parce qu'il n'y a pas eu d'autres. Pour les propriétaires de chevaux aussi, c'était aussi ça parce que chacun le champion n'a pas gagné et puis il y a eu du 0 hors ce jour-là. Donc vous savez, aujourd'hui nous on a plus de 4 catégories de courses. On a les poulains, des chevaux de 0 à 3 ans qui évoluent chez nous, et après les poulains nous avons la race locale que nous appelons communément les Arewa, c'est-à-dire locales, et qui sont les chevaux que la plupart des gens ont au Burkina Faso ici. Nous avons aussi la catégorie métisse qui c'est un mélange des chevaux pur sang avec les chevaux locaux, et nous avons les demi-sang qui est un mélange aussi des
des chevaux purs, ça que nous voyons en Europe, avec des chevaux locaux. Donc nous payons les chevaux qui sont en retraite en France et nous accouplons avec les chevaux d'ici. Voilà, les juments, la jument, et puis on a un demi-sang qui s'adapte chez nous et qui est plus apte à faire les compétitions parce qu'il est plus apte à faire le sport. Mais ça ne demande pas tout ça beaucoup d'investissement, parce que quand on regarde, vous savez, le football, on prend un ballon, on tape dedans, hein, et puis on voit un peu les gens partout avant d'arriver au domaine professionnel. Non, c'est pas, je veux dire, avant d'arriver au professionnel. Ici, il faut avoir d'abord un cheval. Et puis j'ai l'impression qu'il faut prendre aussi des cours pour les jockeys et autres. Ça dure combien de temps pour arriver à ce stade de voir ces gens en train de courir comme ça? Parce que nous on est des profanes, hein, on regarde. Et vous savez, le cheval c'est d'abord la passion. Au Burkina Faso, si vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chevaux devant leur porte, et dans les villages vous avez vu qu'il y a des gens qui ont des chevaux, et chez nous il y a beaucoup de chefs traditionnels qui ont des chevaux. Parce que le cheval, c'est comme on a dit, ça y est dans nos gènes, ça y est dans nos cultures. Donc, chacun, il y a plusieurs disciplines dans le sport de caisse. Vous savez, il y a d'autres qui font les voltiges, c'est-à-dire les acrobaties sur les chevaux. Il y a d'autres qui font les dressages, ils parlent au cheval et puis le cheval essaie de faire ce qu'il dit. Il y a ceux qui font les sauts d'obstacles, que vous voyez par en Europe, qui font les sauts d'obstacles, et ceux qui font les sports classiques, comme les courses de plat, que ce que nous faisons à l'hippodrome. Donc, il y a plusieurs sections dans ce sport-là. Nous, ce qui nous intéresse ici, la plupart des sports que nous faisons, c'est surtout les courses plats, c'est-à-dire les courses que nous voyons en Europe, c'est celles que nous voyons dans les paris. Donc, on a essayé de développer ce volet-là parce que c'est quelque chose qui aide beaucoup les gens, qui participe beaucoup à l'épanouissement de la population et du monde. Parce que ça, quand vous prenez un cheval, déjà, c'est comme vous l'avez dit, un cheval, minimum, il faut 5 personnes autour d'un cheval de course. Il y a le propriétaire qui s'occupe de son cheval, qui paie la nourriture, il se charge de l'alimentation du cheval, il permet l'entretien du cheval. Il y a l'entraîneur qui s'occupe de l'entraînement du cheval. Il y a le lad jockey qui s'occupe de faire sortir le cheval au box, voilà, côté santé du cheval, tout. Il y a le jockey, c'est celui qui monte le cheval et pendant les courses. Voilà. Il y a le vétérinaire du cheval, voilà, qui suit le cheval quand il n'est pas en bonne santé, s'il n'est pas apte à faire les compétitions, qu'on puisse le déclasser. C'est pour cela parfois vous voyez des non-partants de dernière minute. Donc, au-delà de cela, quand tu veux gagner, quand tu veux participer aux courses, c'est comme on a dit, il y a plusieurs catégories. Voilà. Par exemple, il y a des catégories où tout le monde peut participer. Par exemple, les chevaux de la race locale, toute personne lambda peut venir participer à la course. S'il a la chance de gagner, il gagne des prix et puis voilà. Et il y a aussi les chevaux de race, c'est une autre catégorie de personnes aussi qui sont capables de se l'octroyer. C'est des chevaux qui sont plus aptes à faire les compétitions et qui sont plus fragiles et ils ont besoin beaucoup d'entretien. Donc au-delà de l'entretien du cheval, il y a beaucoup de choses qui vont avec les courses hippiques. D'accord. Moi je vais revenir un peu sur les courses là, parce qu'évidemment ça va intéresser beaucoup d'hommes. On l'a dit, pour ce qui est des courses où les gens y parient de l'extérieur, c'est vrai que c'est les chevaux qui... Mais on a l'impression que les Burkinabés connaissent mieux ces chevaux là. Parce que quand vous partez discuter avec les turfistes, ils vont vous dire, bon, aujourd'hui c'est telle course, c'est tel cheval, c'est tel jockey. Ils les connaissent. Ça veut dire qu'il faut faire un travail dans ce sens-là pour qu'on puisse connaître d'abord les jockeys au niveau local, qu'on puisse connaître les chevaux, c'est quel cheval qui court, c'est cela. Est-ce que tout ce travail sera fait pour donner de l'information au public pour qu'il puisse jouer? Oui, ce que j'ai omis de dire, c'est-à-dire par rapport à ça, il y avait une licence qui a été faite pour les chevaux. Tous les chevaux qui participent aux courses de la fédération sont des licences, sont licenciés. Voilà, nous sommes aujourd'hui à plus de 2000 à 3000 chevaux licenciés au Burkina Faso. Voilà, donc... De toute race, hein? De toute race. Et au niveau des poulains, nous sommes aux alentours de 600. Au niveau de la catégorie locale, on est aux alentours de 1200, 1300. Au niveau de la catégorie métis, on est aux alentours de 200. Catégorie talon, on est aux alentours de 150. Et la catégorie améliorée, on est aux alentours de 65. Donc en gros, on a de 2000 et 2300 chevaux licenciés. Donc, c'est pour permettre aux gens de connaître les chevaux. Par exemple, quand vous venez à l'hippodrome,
Et chaque cheval a son supporter, chaque cheval a ses gars. Chacun connaît son cheval, chacun aime, chacun supporte. C'est comme le football. Voilà, chaque quartier, les chevaux sont issus de chaque quartier des écuries et chaque cheval porte les couleurs de son quartier. Ils viennent le représenter à l'hippodrome. Donc c'est des chevaux qui sont licenciés, donc on connaît vraiment. Et ça va commencer quand, ces paris-là? Les paris-là, on entend déjà de travailler avec la LONAV pour ça. Même aujourd'hui, on a fait une course et partenariat avec la LONAV qui est notre sponsor officiel. Et le mois prochain, il y aura un grand derby au niveau de l'hippodrome du championnat national qui va s'articuler au niveau de 4 ou 5 grandes courses, c'est-à-dire le prix du Fonds national qui sera... Et ça, on va parier sur ces prix-là? Oui. On va parier en même temps dessus? Oui, on va parier. Wow. Il y a le prix du ministère des Sports et des Loisirs qui sera aussi sur un nouveau jeu. Le grand prix de la LONAV aussi qui sera, et puis le prix aussi du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Donc il y aura au moins 4 à 5 grands prix. Où les Burkinabés pourront parier directement? Pourront parier directement. Mais à l'hippodrome là-bas? À l'hippodrome, oui. On le fait déjà au sein de l'hippodrome. On est en train de travailler maintenant, voir si après l'hippodrome, comment faire maintenant pour... Mais est-ce qu'on pourra tenir le pari de faire les courses à chaque semaine? Oui, nous, par exemple... Ou une fois par mois ou 2 fois par mois? Déjà, chaque semaine, je pense que ça le fait. Parce que nous, déjà, on a 4 catégories de courses. Et nous avons plus de 2000 à 3000 chevaux licenciés. Donc, nous pouvons organiser les courses, mais nous pouvons commencer petit à petit, le temps que la population connaisse un peu les chevaux qui courent. Et déjà, on a déjà l'engouement. Déjà, les gens connaissent les chevaux. Et je vous invite même déjà le 30 là à venir voir. On y sera. C'est que nous, on remarque, je dis encore, nous sommes des profanes. On a remarqué que c'est difficile de dissocier ce sport-là du pari. On a l'impression que c'est deux choses qui font que ça s'entremêle. Quand vous enlevez le pari, ça enlève quelque chose à... Oui, je vous explique pourquoi. Parce que le cheval, c'est comme on l'a dit, il a besoin de beaucoup d'entretien. Ok. Voilà, et ça va avec les paris. C'est-à-dire quand les chevaux font les paris, ça permet la population, le citoyen lambda qui fait le pari, il peut jouer et gagner. Un peu d'argent. Il peut gagner un peu d'argent. Le prix que le cheval a gagné le jour de la course, si ce cheval a fait premier ou deuxième, et il peut gagner 500 000, il peut gagner 1 million, il peut gagner 300 000. Ça permet au propriétaire déjà de souffler un peu parce qu'il va plus payer son mille ou son aliment. Et parce que c'est comment c'est catégorisé chez nous. C'est-à-dire que si un cheval a été premier, imaginez-vous aussi le cheval a eu peut-être 500 000 ou bien 300 000. On prend un exemple, il a eu 500 000 compris. 10% revient au jockey. Le jockey prend 10%, c'est-à-dire 50 000. L'entraîneur prend 15%. Oui. Ça commence à diminuer. Oui, l'entraîneur prend 15%. Et le staff technique prend aussi. Et prend 10% aussi. Et le propriétaire aussi prend le reste. Ouais. Voilà, donc c'est de là il faut enlever et payer la nourriture du cheval. Donc c'est pour cela quand on investit sur un cheval, il faut que les prix aussi soient en conséquent. Alors généralement ici les prix sont pas choses. Mais maintenant, comme vous l'aviez dit, est-ce que on a vu souvent, je pense que c'est des structures, je pense qu'il y a une association aussi qui organisait donc des courses aussi à l'échelle internationale. Comment ça se passe? Oui, c'est l'association des éleveurs NEMA. Ils sont affiliés avec la fédération, donc c'est comme toute association qui peut mener des activités comme faut faire vraiment évoluer vraiment le monde du cheval. Donc ils sont là et nous essayons quand même de travailler toujours pour organiser les courses ensemble. Sinon les chevaux de l'association compétissent oui. Non, je veux dire que quand c'est international, les paris deviennent plus. C'est pas parce que c'est. Non, je veux dire quand c'est international, est-ce que les paris sont plus élevés? C'est ce que je veux dire. Oui, puisque d'abord les paris à l'échelle internationale. Il faut d'abord que il y a beaucoup de travail qui doit être mis en place pour que les paris soient à l'échelle internationale. Déjà, ce qui nous intéresse ici, c'est l'échelle nationale. Parce que l'échelle internationale, il y a plusieurs catégories de chevaux. Alors que nous, on n'est pas forcément prêts. Hein? Non, nous, c'est à l'échelle nationale, puisque les paris se font à l'échelle nationale. Ah, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que la loi n'avait pas, par exemple, peut dire nous allons faire des paris à l'échelle nationale, comme ce que nous faisons. Nous avons dû faire le temps passé le PHB. C'est-à-dire nous avons des chevaux locaux ici. On fait la fiche
des parieurs. Et les parieurs ils regardent les chevaux du Burkina, chacun joue, parce qu'on connaît déjà les chevaux qui vont compétir d'ici 1 semaine, 2 semaines. Et on fait une qualification pour enlever ces chevaux-là. Donc on a les qualifications, on a le nombre de 20 partants et vous jouez le 20 partants. Par exemple, aujourd'hui on a fait une course, le cheval qui était champion, aujourd'hui on l'a déclassé et il n'est même pas venu 6e. Hein. Donc si c'était à jouer, personne ne va gagner. Donc comment vous appelez, c'est un toka qui est rentré ou c'est un champion qui a échoué. Donc pourtant celui qui devait être tout le monde va le jouer premier. Tout à fait. Donc s'il est même pas parmi les quintés. Mais partout on parle de Paris aussi, il y a toujours comment dire ça, il y a l'obsession de la probité. Être sûr que c'est vrai que c'est aléatoire, mais être sûr que derrière on ne manœuvre pas. C'est difficile de manœuvrer avec le cheval parce que déjà il n'y a pas de triche là-bas. C'est difficile parce que le propriétaire du cheval, il veut gagner. Il veut gagner. L'entraîneur veut gagner. Le jockey veut gagner. Et le problème, c'est que le supporter veut que tu gagnes. C'est-à-dire, aujourd'hui, si par exemple, on dit il y a des non, mais la question, je pense que c'est de façon générale, pas forcément sur le Burkina. Est-ce que à l'international, ça peut arriver qu'il y ait des triches? Oui, ça peut arriver, mais c'est vraiment. Mais quand il y a des triches, on suspend, il y a des suspensions. On te suspend pour 2 courses, 3 courses, on te suspend pour 1 année. Et c'est comme dans tout sport, quand il y a des triches, on te suspend. Et tous les sports, il y a toujours des petits problèmes en temps. Mais ici au Burkina, nous, au-delà de la triche, nous, c'est la passion et ce que le cheval veut, vraiment doit faire pour nous rendre heureux. Et puis, mais est-ce que les licences sont payantes? Est-ce qu'on essaie de pour participer? Oui, pour faire les licences, on délivre les licences à 5 000 par cheval. Voilà, on délivre une licence et elle est valable normalement 1 année, mais elle est toujours renouvelable. Voilà. On a remarqué quelque chose aussi, les jockeys sont très jeunes. Est-ce que c'est partout comme ça ou bien c'est parce que vous savez, les jockeys, il y a plusieurs catégories de jockeys. Les jockeys, déjà, il y a des critères pour être jockey. C'est pour cela que vous voyez qu'ils sont jeunes. Parfois, ils sont petits, mais ils sont âgés. Voilà, parce qu'il y a la taille, il y a le poids qui joue. Il faut tenir compte de le ça. Minimum, il faut minimum 40 kg et maximum 50 kg. Si tu as un jockey de plus de 50 kg, ça t'handicape au niveau des courses. C'est pour cela que vous voyez parfois en Europe ou bien dans les pays développés, où quand on veut handicaper un cheval, on ajoute un peu de poids là-dessus. Donc plus tu as un jockey qui a du poids, plus tu es handicapé au niveau de la course. Donc c'est pour cela que les gens ont les jockeys minimum. Si tu as un jockey de 45 kg, 40 kg. Non, nous on ne peut jamais le jockey. Non, vous ne pouvez plus être jockey. Lui non plus. Ça, c'est clair. On a eu les jockeys il y a les jockeys, le meilleur jockey de la sous-région, c'est un Nigérien. Il avait 83 ans. Il montait à 83 ans, il a gagné des courses à 83 ans. Wow. Ses enfants sont jockeys. Mais il est flegmatique. Il est assez petit. Il est assez petit parce qu'ils font 40 kilos. Ils font un certain régime, ils mangent pas, ils juste des petits trucs. C'est comme ça ils vivent quoi, les jockeys. Claude, dernière question. Non, mais je suis surpris de savoir que tout ça, ça compte dans le cheval. Parce que c'est vrai que quand nous on regarde, c'est de façon, comme tu l'as dit, on regarde comme ça. Alors que là, avec toutes ces informations que vous nous donnez, il faut tenir compte du jockey, il faut tenir compte du cheval, il faut quelles sont les perspectives, quelles sont les grandes dates déjà qu'on peut retenir pour voilà. Déjà. Nous donnons rendez-vous à tout le monde le 30 septembre à l'hippodrome d'Hamdallah. Ce sera vraiment une grande compétition, un grand derby avec tous les chevaux de la sous-région qui seront là. Et histoire de vraiment encourager ce sport-là et montrer aussi qu'on est de tout cœur vraiment avec la situation actuelle au Burkina Faso. Et parce que le cheval, c'est un animal de combat. Et nos grands-parents ont combattu avec les chevaux jusqu'à aujourd'hui. Et nous aussi, on continue en transmettant cette gêne-là à nos futures générations qui viennent. Et vous allez voir qu'au fil du temps, tout va s'améliorer parce que je pense que c'est très important. Et nous, ici, nous faisons des compétitions dans la sous-région, à Bobo, à Douri, ainsi de suite, pour toujours montrer que nous pouvons continuer encore ce sport. Et nous ne baissons pas les bras, vu que la situation du Burkina Faso est vraiment pas facile. Donc, c'est déjà inviter les gens à venir massivement le 30, le championnat national, qui sera le prix, comme j'ai dit, du fond, le grand prix de la Lonabé,
le Grand Prix de ministre de la Culture. En même temps, oui, puisqu'il y a plusieurs catégories. Voilà. Donc c'est les différents prix qui seront donnés à... Et on pourra parier en même temps sur place. On pourra en parier. D'accord. Et ajouter aussi que vraiment nous souhaitons vraiment que le PHB revienne au Burkina Faso. Parce que ça aide beaucoup la population, ça aide beaucoup tout le monde. Parce que c'est comme s'il y a le PHB, ça permet de nourrir beaucoup de personnes au niveau national. Paris épique burkinabé. Oui, ça donne vraiment la main de Burkina Faso ici. Parce que le PHB c'est très important pour vraiment mettre un équilibre, voilà, développer ce sport-là et développer tout ce qui va avec ce sport-là. D'accord. Voilà. Merci. Non, peut-être rapidement. C'est pas Ouagadougou seulement, hein. Les chevaux, il y en a un peu partout. Oui, il y a une ligue, il y a une district à Bobo, il y a une association à Dori, il y a des districts qui font même actuellement il y a une course à Dori qui se déroule depuis la fédération pour sélectionner les chevaux pour le Grand Prix qui vient. D'accord, on l'aura compris. Merci bien en tout cas, merci bien Rachid Nakoulma d'être passé. Je rappelle que vous êtes le président de la fédération burkinabé des sports équestres. Ça a été assez intéressant pour nous, pour entrer un peu dans cet univers et le comprendre. J'ai découvert beaucoup de choses avec d'autres occasions, on pourra aussi le faire découvrir davantage à nos téléspectateurs. En tout cas, merci aussi à vous, Claude. Merci. C'est la fin de ce JDS, journal du dimanche au soir. Ça va très vite. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. On se donne rendez-vous pour d'autres sessions d'information, mais le programme se poursuit et nous vous souhaitons bonne suite de programme.